Coup dur donc pour les autorités maliennes suite au mot d'ordre de désobéissance civile lancé dans le nord du pays. L'initiative du syndicat pour protester contre l'insécurité dans la région des Gao a été plus ou moins suivie par les fonctionnaires qui ont pendant 48 heures paralysé le fonctionnement de l'administration. Lancé mardi par 3 principaux syndicats du pays conduits par l'Union nationale des travailleurs du Mali, la grève a eu le mérite de mobiliser les foules et de donner libre accès aux actes de vandalisme. Les syndicats des Gao qui lancent la grève voudraient accentuer la pression sur les autorités maliennes qui devraient prendre des mesures conséquentes pour enrayer le climat d'insécurité dans Gao. Certaines sources évoquent d'ailleurs des cas d'agression, viol, d'enlèvement et de banditisme à main armée. Une situation quasi insoutenable qui serait à l'origine du mot d'ordre de désobéissance civile. Bien plus encore, les principales centrales syndicales de l'Union nationale des travailleurs du Mali, la CDTM et la CSTM expliquent que l'axe Gao en Sogo est devenu l'axe de la mort. Impossible d'effectuer des échanges commerciaux ni de se mouvoir sur ce acte routier sans courir le risque de se faire tuer ou kidnapper. Toutefois, il convient de s'interroger sur l'opportunité d'un tel mouvement, alors même que les autorités de la transition essayent de fédérer toutes les forces vives de la nation autour de la question sécuritaire. Et si ces centrales syndicales s'inscrivaient donc dans la logique de déstabilisation du peuple malien, plus que jamais soudé autour de son leader, le colonel Assimi Goïta. Comment comprendre que de tels actes proviennent des syndicats au moment où le pays subit des changements profonds de système de gouvernance? Peut-on y voir une excitation autre qu'une simple manifestation fruit d'une liberté d'expression? Au-delà des faits, peut-on y voir une visée politique ou un acte de politicien visant à mettre à mal la transition malienne qui amaille à partir déjà avec la communauté internationale? Face-t-on à ces challenges au-delà de toutes les passions que peuvent alors les autorités maliennes? Toutes ces questions et bien d'autres nous intéressent bien et bien ce jour dans le cadre de votre débat hebdomadaire. Bienvenue à tous et à toutes, bienvenue à la Palabre intellectuelle et bienvenue au débat. Madame, bonjour, et messieurs, bonjour. Et comme toujours, tous les vendredis, espace 9h30, 11h30 pour ceux qui sont en Afrique centrale, nous débattons d'une thématique, et celle d'aujourd'hui d'ailleurs, je m'en vais vous la livrer. Nous parlons du Mali, de cet appel à la désobéissance civile, comprendre alors les motivations des syndicats. Voilà la thématique qui nous intéressera les 100 prochaines minutes qui suivent d'ailleurs. Et ça sera peut-être avec un panel aussi consistant, si tous répondre présents. On va tout de même le dire. Mais pour l'instant, le président Badakani, lui, il est déjà dans ce studio. Le président Badakani est homme politique, président du nouveau mouvement populaire. Je voudrais ajouter l'initiateur des journées africaines du panafricanisme. Le président Badakani nous a rejoint ce matin. Présent, merci de répondre vivement à ma convocation civile. Et bonjour. Bonjour mon cher Pépin. Je suis très heureux de vous retrouver et de déférer à ces convocations civiles. Ouais, tout à fait, comme toujours. Mais qui s'imposent à moi, comme toujours. Je voudrais continuer à vous témoigner toute ma solidarité, parce que je sais que vous passez un moment pas facile. Vous avez été affecté par la disparition de quelqu'un qui vous est très cher, votre belle-mère. Oui, Monsieur le Président. Donc je continue à vous apporter ma solidarité et la solidarité de tous les panélistes. Je voudrais saluer les techniciens de Dash TV, grâce à qui nous pouvons travailler dans des conditions d'aise sur le plan technique. Et ce n'est pas facile pour eux. Je voudrais les saluer. Je voudrais saluer tous les téléspectateurs de Dash TV dans le monde entier. Dans le monde entier. Peut-être vous allez m'accorder une petite demande. Allez-y. J'ai engagé une campagne médiatique contre un phénomène grave, criminel, qu'on appelle les césariennes dans nos hôpitaux. Pépin, l'exception est devenue la norme dans nos hôpitaux. Malheureusement. Les femmes
quand elles entrent dans nos hôpitaux, que ce soit privé, confessionnel et public, sur 10 femmes qui entrent à l'hôpital, 7 sont passibles de ressortir avec une césarienne. Pas possible. C'est très grave. C'est une politique. C'est une politique, parce que ça se fait au nez à la barbe des autorités sanitaires de notre pays. Pépin, je ne sais pas ce qui s'est passé pour que nous perdons les arts d'accoucher, que ce soit du point de vue traditionnel, patrimonial, ou bien du point de vue de la modernité médicale. Qu'est-ce qui s'est passé pour que dans nos hôpitaux, on ne soit plus capable de faire accoucher les femmes normalement? Qu'est-ce qui fait que l'hôpital aujourd'hui est devenu un endroit dangereux pour les femmes? Elles sont en situation d'insécurité extraordinaire dans les hôpitaux quand elles vont accoucher. C'est inacceptable. Et j'ai fait donc des enquêtes pour savoir qu'est-ce qu'il y avait derrière cette affaire. J'ai voulu savoir, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette affaire? Dans notre histoire, dans notre tradition, l'accouchement n'a jamais été un drame. Si le travail est douloureux par principe, mais ça n'a jamais été un drame. Hein, on n'a jamais déchiré. Au point où on en arrive à déchirer le ventre des femmes, à les esquinter physiquement. Le corps est sacré, Pépin. Le corps de la femme est sacré. Alors j'ai fait des enquêtes. J'ai constaté que ce n'est pas seulement chez nous que c'est comme ça. Même à Martinique, dans les dom-toms en France, c'est pareil. Et en enquêtant, donc, j'ai trouvé la raison. Pourquoi on nous impose l'impôt de césarienne? Pépin, c'est une politique de diminution de la natalité. Vous savez que je ne dis pas n'importe quoi. Oui, bien sûr, président. C'est une politique de diminution de la natalité. Parce que quand une femme est sur césarienne, ça diminue les naissances qu'elle est censée faire. Effectivement. C'est-à-dire que vous ne faites plus les naissances que vous voulez, mais on vous impose. On diminue la natalité. Alors, c'est un crime contre l'humanité. Je dénonce ça. Le NP dénonce ça, cette situation. Et il faut que rapidement les populations se mobilisent pour mettre fin à ça. Il faut qu'elles prennent, il faut faire des vidéos, il faut dénoncer, il faut faire des requêtes, il faut faire des enquêtes, il faut recenser des cas, n'est-ce pas, pour que la sensibilisation monte à un niveau de puissance. C'est une situation qu'on a acceptée comme ça de fait. On s'est dit que, bon, voilà, vous savez, la confiance aveugle conforme médecin, n'est-ce pas? Donc, et on se rend compte que, mais dis donc, c'est extraordinaire. Nos femmes sont défigurées, leurs corps sont déchirés, il y en a qui meurent pendant ces opérations, n'est-ce pas? Et en plus, c'est fait sur un mode de traquenard. C'est-à-dire, vous arrivez à l'hôpital, vous êtes en travail, on vous dit que non, tu ne voulez pas sortir. Vous êtes déjà en travail. Hein? Et on vous dit que vous ne voulez pas sortir. Sortez, vous êtes déjà en travail. On vous suit toute l'année, mais la même personne qui vous suit, quand vous accouchez, fait comme si elle ne vous a jamais suivi. Elle découvre que non, on doit vous faire la césarienne. Alors qu'elle vous a suivi durant toute l'année, durant tous les 9 mois, pardon, l'accouchement. Donc il y a là une situation très grave. C'est un crime. Cette campagne démarre seulement. Nous allons continuer à la mener de manière très intensive pour que ce phénomène s'arrête, mon cher Pépin. Merci de m'avoir donné l'occasion de continuer cette campagne que j'ai commencé dans d'autres situations. Je crois que nous allons même faire toute une émission sur Je vous en prie. Nous allons mener nos enquêtes, nous allons pouvoir comprendre ce qui se passe avec ces césariettes. Voilà. Et nous reviendrons ici pour un plateau spécial pour cette histoire des césariettes parce que nous constatons que nos femmes n'accouchent plus en paix, n'accouchent plus comme cela se doit. Vous dites qu'il faut fendre le ventre. Et, président Badakani, vous n'avez pas parlé. Voilà. Effectivement, c'est ce que j'allais souligner. Des énormes sommes qu'il faut soulever derrière cette histoire. Et vous avez les hôpitaux comme la Quintini qui semblent être champions dans ce genre de choses. On est vraiment désolé d'avoir ce type d'hôpital dans ce pays qu'on appelle le Cameroun, où il faudrait absolument de l'argent et toujours de l'argent dans la souffrance des pauvres malades qui partent pourtant rechercher santé, mais sortent parfois là dans les cercueils. Ça, c'est un problème terrible. Il faudra voir ça avec beaucoup d'attention. En fait, ce n'est pas un coup de gueule, mais c'est une sensibilisation. Il faudra que les gens prennent conscience et comprennent qu'ils travaillent pour la nation. Ils travaillent pour eux-mêmes, ils travaillent pour les générations futures. Ça, je crois que le message est passé. Ça ne nous exclut pas nos enquêtes que nous allons mener dans ce domaine. Merci à vous, président Badakani, d'avoir tiré la sonnette à là pour que nous puissions être davantage sensibilisés sur cette question de césarienne dans les hôpitaux. Nous allons donc accueillir le second invité sur ce plateau, le professeur Jean-Paul Mbelek. Le professeur Jean-Paul Mbelek est astrophysicien panafricaniste dans l'âme. Professeur, bonjour et merci de nous rejoindre ce matin aussi. Bonjour Pépin, bonjour
Merci. J'approuve ce qu'il dit. Bonjour monsieur à l'équipe technique. Et je veux même en rajouter une couche. Président, les césariennes, c'est des commandes. En plus, ces pays en il y a de la corruption. C'est comme pour le Covid, où les médecins essaient de l'argent, déclarant que tel est mort de Covid. Pour beaucoup de choses, c'est de l'esprit corrompu. Il y a des corrompus, il y en a. J'ai fait les cours de hiéroglyphes. Il y a des choses que j'aurais voulu discuter avec mon cours de hiéroglyphes. C'était un Camerounais comme nous, là, tu vois, de Bolandonné, ça s'appelait Doukaya. Il est décédé il y a maintenant un peu plus d'un an, malheureusement. J'ai veillé sur son âme. Mais il y a des choses que j'aurais voulu discuter. Entre autres, par exemple, cette expression ville fils de couche. Ville fils de couche. Les égyptologues, bien sûr, racistes, ils veulent montrer qu'il y a une différence entre les couches et l'Égypte. Les couchis sont des noirs, et les Égyptiens seraient, je ne sais pas, des couleurs, et il y aurait du racisme entre eux, d'où l'expression ville fils de couche. Tout à fait. C'est pas vrai. Ville fils de couche, on désigne certaines personnes à couche. Comme on aurait pu dire ville fils de l'Égypte, sauf que c'est le seul texte qu'on a trouvé. On aurait pu trouver un texte qui parlait aussi des villes fils d'Égypte. Donc c'est ciblé, c'est pas tout le monde. C'est pas un fait du hasard. Voilà. Et bien les villes fils de couche existent encore aujourd'hui. En voilà. Ces gens-là, c'est des pourris, corrompus, des endocolons. À quelque niveau que ce soit, chacun à son niveau, ils vendent le pays, ils s'en foutent de la vie humaine. Il y a la Quintini, je connais. La Quintini, j'ai sauvé la vie d'un enfant. À la Quintini, toujours la Quintini. Que je ne connaissais même pas, j'ai sorti l'argent. Disons, j'ai connu une personne qui m'a emmené voir ce cas-là. J'ai sorti l'argent. J'ai pu sauver l'enfant. Mais il y avait une autre jeune fille, là, qui était à côté, qui hurlait, qui souffrait, les infirmiers étaient à côté, ils s'en foutaient. Il faut que la maman donne de l'argent, il faut que... Le matin, quand je retourne, je trouve seulement le papa qui sort avec la jeune fille dans un linceul. Elle est décédée dans les souffrances. La Quintini, là où je suis né moi-même. La Quintini. Ma propre maman qui est morte à l'hôpital, à la garnison, sans hôpital militaire, à la garnison. En 2 jours, j'ai dépensé plus de 2 millions de francs. Elle est morte quand même, non? Elle n'est pas morte pour ce qu'il a fait entrer dedans. Elle est tombée dans le coma par une simple infection négligée. Et moi, j'arrive un samedi, venant de France expressement. 2 jours après, le lundi matin, on vous dit qu'elle est décédée. Mais j'ai payé les scanners, j'ai tout payé. Plus de 2 millions de francs en 2 jours. J'ai tout payé. Ils n'ont rien fait. Et lorsqu'ils ont voulu la réanimer, eh bien, avec leurs faux appareils là, elle est morte. Vous comprenez? Non, c'est très scandaleux. Mais moi, j'ai dit à ces gens-là, moi, j'aurai ma vengeance. Je vous assure, j'aurai ma vengeance. Sur cette terre ou sur une autre, mais surtout sur cette terre. Les occasions ne manqueront pas. Et je leur ai dit, en direct, parfait, dont peut témoigner. Lui, il sait de qui je parle. J'ai dit, j'aurai ma vengeance. J'aurai ma vengeance. Tôt ou tard. Soit c'est eux, soit c'est moi. Mais à la moindre occasion, dès que je pourrai, je me vengerai. Parce que ce sont des criminels. Et en vengeant ma maman, je vengerai toutes les autres qui ont tué comme ça. Ils sont encore là en exercice. C'est des criminels. Ils n'exercent plus leur métier depuis longtemps. C'est seulement des criminels. Et la sensibilité féminine ne joue même pas. Parce qu'une femme devait être sensible à un enfant. Elles sont pires. Ah bon, merci. Okay. Professeur Mbelek, franchement dit, je vous comprends parfaitement parce que moi, je viens de subir une opération pareille où j'ai vu ma belle-mère mourir alors qu'on avait à dépenser près de 900 000 francs en 4 jours. Et les 2 derniers jours, ils nous font comprendre qu'il faut maintenant réanimer, il faut maintenant mettre l'oxygène. On a laissé une dette pratiquement de 700 000 là-bas que je suis allé payer pratiquement hier pour retirer le corps. J'ai dit la semaine prochaine. Vous comprenez ce que ça signifie? Donc ces hôpitaux-là, ces hôpitaux-là sont des véritables places marchandes maintenant. C'est devenu des commerçants, des entreprises de commerce. On ne comprend plus ce que ça signifie. Je n'avais jamais vécu ça, président Matakani. Les gens parlaient, mais moi-même j'ai vécu ça à la Quintini. Et cette histoire de la Quintini, et j'ai demandé au professeur Essomba, je cite d'ailleurs son nom, le professeur Emmanuel Nouel Essomba, de faire tout ce qu'il peut faire pour que cet hôpital reprenne ses lettres de noblesse. Il faut que les gens apprennent à travailler honnêtement pour le pays. Comment est-ce qu'il va faire? Vous allez dans un hôpital, il n'y a pas de groupe électrogène. À la Quintini, imaginez-vous avec ces coupures de courant tous les jours. Voilà comment les malades meurent. Moi, j'ai mené une enquête, j'ai vu, il n'y a pas de groupe. Et tant que vous n'avez pas payé, ils ont leur vignette là. On ne s'occupe pas de vous, même si vous êtes un enfant, même si vous êtes en urgence. C'est sérieux, c'est sérieux ce que nous disons, franchement, c'est sérieux. Les gens vont peut-être penser qu'on a quelque chose contre ces hôpitaux, mais non. Ces gens-là exagèrent. Qu'ils essayent d'être sérieux, c'est quand même des vies des êtres humains. Ce sont des vies, professeur Mbelek. Ce sont des vies. Ces gens-là manipulent les vies des êtres humains. Et quand on se retrouve dans des situations pareilles où on a des inconscients, vous arrivez dans un bureau, ils sont comme ça 4. On vous dit que 4 médecins pour un malade. Mais personne ne parvient à diagnostiquer de quoi souffrent ces malades. Ma belle-mère a fait une radio le mardi, on sort le résultat le dimanche. Vous savez ce que ça signifie la radio? C'est des sons qui sortent à l'instant T. On vous demande d'attendre, c'est dimanche que vous sortez le résultat. C'est quand même terrible. En tout cas. Oui, mais c'est à votre permission. Oui.
Monsieur Noël Somba, le docteur, il ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Le professeur Noël Somba, oui, parce que c'est un choix de l'État camerounais. L'État camerounais a opté pour le libéralisme sauvage, périphérique, néocolonial, à connaissance de cause. C'est le choix. Ils ont renoncé à leurs obligations sociales et républicaines. C'est un choix. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que les plus hauts fonctionnaires de l'État sont des multimilliardaires, peuvent aller se soigner à l'étranger, quand c'est mauvais, leurs enfants, leurs familles et tout. Pendant ce temps, on n'en a que les pauvres Camerounais pour ne pas les soigner. C'est une option, la marchandisation de la santé. C'est ça, il y a des options. On a marchandisé l'école, on a marchandisé la santé. Le pays est devenu une grande boutique où on vend n'importe quoi, où on vend la friperie, on vend n'importe quoi. C'est ça qui explique ça. Alors, donc les populations le payent très cher. C'est quand même très grave. Les gens peuvent aller à l'hôpital pour se soigner, se retrouver à débourser des millions de francs. Comment les Camerounais peuvent avoir des millions de francs? Il a pu avoir 2 millions pour dépenser. Mais imaginez, un Camerounais, il prend ça où? Il prend ça où? Je ne sais pas combien de temps cela a coûté pour épargner les 2 millions de francs. Et tout ça, ils savent souvent qu'ils ne vont pas soigner, parce qu'ils ne soignent plus. Oui, ils font semblant. Mais ils prennent de l'argent. Ils font tout pour prendre de l'argent. Quand vous entrez à l'hôpital, ils ont une devise, c'est que de vous déplumer le maximum de temps possible. Ce sont des faits qu'on vit. On ne peut pas masquer ça avec la publicité, la communication, les campagnes d'image. Non. On vit ça. On vit ça. Et ce qui est bizarre, c'est que le privé, le public, le conventionnel, confondus. Tous sont dedans. Dedans. Il y a un problème. Il y a un problème. J'ai vécu le dernier cas césarienne, c'est dans un hôpital confessionnel, vous vous rendez compte? Où on prie Jésus matin et soir. Aucun respect pour le corps des soi-disant chrétiens. Il y a quand même un problème. Je crois qu'il y a de quoi observer une minute de silence pour tout ce monde-là qui est tombé là, oui, dans ces hôpitaux. Tout à fait. Bien, on revient donc sur ce plateau. Merci beaucoup. On va donc maintenant rentrer dans le sujet. Je voudrais dire un sujet d'entrée que j'ai préparé pour vous. On parle de la République démocratique du Congo, du Rwanda. C'est désormais la bombe qui pourra donc exploser, président Badakani. Le Rwanda et la République démocratique du Congo s'accusent mutuellement. La RDC accuse le Rwanda de soutenir le mouvement du 23 mars qui voudrait déstabiliser ce pays. Le Rwanda accuse en retour la RDC de faire dans la flagornerie. On ne comprend pas ce qui se passe, président Badakani. Est-ce qu'on peut avoir une lecture de cette situation, une lecture géopolitique de cette situation qui sévit là-bas entre le Rwanda et la République démocratique du Congo? Non, mais c'est très simple. C'est très simple. Il y a une organisation perpétuelle de la guerre, de l'insécurité et du chaos dans la région des Grands Lacs, qui est la condition nécessaire de la confiscation, du vol, de l'arrachage. Je dis bien arracher les richesses des Grands Lacs en général, et en particulier celles du Congo, RDC, des mains de leurs propriétaires naturels pour le transfert, n'est-ce pas, dans les mains des non-propriétaires, à savoir les Occidentaux. Ça a commencé depuis la conférence de Berlin. Avec un certain roi que vous connaissez, on va juger sa tombe. Hein. Tout à fait. Léopold II, un criminel, tout à fait, qui a pris possession du Congo, en coupant les mains des populations, en les liquidant, en les massacrant, n'est-ce pas, et a été obligé, parce que le butin était très gros pour lui, ne pouvant pas partager, ayant peur que les autres plus forts, à un moment donné, lui arrêtent, à d'autres puissances coloniales plus fortes que lui arrêtent son butin, il a fait convoquer une conférence à Berlin, où se sont partagés l'Afrique en général, et le Congo en particulier. Depuis ce moment-là, il y a une mafia internationale, composée des Américains, des multinationales, de la Belgique, des banques, des banquiers, et la France qui réclame sa part. Bref, il y a une mafia internationale qui vit grâce au pillage de la RDC Congo. Et la plupart des marchés financiers mondiaux trouvent une bonne partie de leur richesse dans le pillage des Grands Lacs. Vous voyez, d'abord, c'est le pillage du Congo qui a construit la Belgique. Et qui a fait de la Belgique ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire, qui est le siège de l'Union européenne. Or, c'est quoi l'Union européenne? L'Union européenne, c'est l'architecture institutionnelle qui protège, n'est-ce pas, le pillage américain. Le pillage, capitalisme pillard américain, n'est-ce pas, en Europe. Vous voyez très bien, vous faites le lien. RDC, Belgique,
Yusa, vous continuez à la City de Londres, vous continuez à la Cité du Vatican. Vous avez compris de quoi est-ce que je parle quand je parle de la mafia internationale. Tout à fait. À travers les diamantaires, les compagnies de diamants et autres richesses extraordinaires que détient ce pays. Donc, pour être clair, pour ne pas entrer dans des complications géopolitiques, donc, ces richesses extraordinaires de la RDC ont été, n'est-ce pas, expropriées au profit de la mafia internationale que je viens de vous citer. Et pour que ça perdure, donc, on a mis en place une géopolitique des Grands Lacs. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire créer des conditions militaires et politiques et géopolitiques au niveau des Grands Lacs pour que jamais les habitants de la RDC, les Congolais, ne reprennent leur richesse naturelle. C'est cela qu'il s'agit. Et comment on fait pour garantir ça? Il faut de temps en temps créer de la guerre aux frontières de la RDC. Il faut qu'au Rwanda, il y ait en place quelqu'un qui va entretenir ce chaos. Il faut qu'au Burundi, il y ait une personne qui va entretenir ce chaos. Il faut qu'en Ouganda, il y ait quelqu'un qui va entretenir ce chaos. Il faut aussi, en RDC, créer des politicards, des politiciens, des faux religieux, catholiques surtout, des faux... Mais il faut une société civile, n'est-ce pas, qui va, comment on dit ça, qui va être la représentation locale, n'est-ce pas, du pillage. Tu as appelé ça tout à l'heure les endocolons, l'endocolonial local. C'est ça l'histoire de la RDC, c'est l'histoire de la guerre. Alors, la situation actuelle n'est que la version actuelle de cette vieille politique, n'est-ce pas, qui dure déjà qui dure des siècles. Voilà. Je veux m'arrêter, je veux faire un arrêt important. La RDC, contrairement à ce qu'on croit être l'un des premiers pays indépendants d'Afrique, ce n'est pas avec le Lumumba que la RDC a son indépendance. Attention. La RDC a été déclarée indépendante sous le nom de l'Association internationale du Congo. Ça veut dire que c'était un pays indépendant, mais appartenant à Léopold II. Donc lui, il a dit qu'il faut que ça soit indépendant sur le plan juridique pour consacrer le fait que c'était sa propriété personnelle. Vous voyez ça? Donc la vraie indépendance du Congo, ce n'est pas ce qu'elle a obtenu de haute lutte avec le Lumumba. Cette indépendance-là est annulée par la vraie indépendance cachée qui fait de la RDC la propriété privée du roi Léopold II et ses complices américains, la mafia internationale que je viens de citer. Donc, vous allez voir l'acharnement de la hiérarchie catholique en RDC contre tout pouvoir qui arrive et qui a les relents lumumbistes, qui a les relents nationalistes. Vous allez observer ça. Sous couvert de démocratie, droit de l'homme, c'est pour tromper les naïfs. Léopold II, là, il connaissait quoi ces choses-là? Ce voyou. Qu'est-ce qu'il connaissait à ça? Donc, alors, la situation actuelle n'est que, la manifestation de cette vieille loi de la géopolitique des grands lacs. Kagame, c'est un agent américain, c'est connu. C'est connu. Alors, il a pris le pouvoir à la faveur d'un génocide dont il est co-organisateur. Maintenant, les preuves sont là. C'est plus un débat. Les preuves sont là. Il n'y a pas de débat, c'est connu. Alors, cette géopolitique, ce génocide rwandais participait justement de la géopolitique des Grands Lacs. Instabiliser, déstabiliser en permanence des Grands Lacs. Alors, les acteurs français, américains, belges, catholiques, la mafia internationale à l'époque était divisée en deux camps. Il y avait un camp qui voulait qu'on soudanise la RDC, c'est-à-dire qu'on la divise en plusieurs États. Les Sarkozy, la France, et une partie mondialiste étaient dans ce registre-là. Par contre, d'autres étaient non pour que non, on ne divise pas ça en plusieurs morceaux, mais qu'on maintienne la stabilité aux frontières, de manière à ce que le président qui est à la tête de la RDC soit un pantin qui obéit aux ordres au claquement de doigts de Washington. C'est cela qu'il s'agit. Alors, le président Kabila, alors c'est ça les deux guerres du Congo, les deux guerres du Congo, la chute de Mobutu, n'est-ce pas, et la deuxième guerre qui va opposer Kabila et ses anciens partenaires rwandais. C'est ça les deux guerres. Ces deux guerres-là ont jeté les bases du conflit actuel en instabilisant, n'est-ce pas, l'est de la RDC à travers ce qu'on appelle la querelle, la fausse querelle qui est créée par ces réseaux mafieux internationaux entre d'un côté les interamoués, les Hutus interamoués, qui servent de justification, de prétexte à Kagame pour attaquer et traverser les frontières pour aller attaquer. Et d'un côté, les Tutsis rwandais, les Baya Moulengue, les Tutsis congolais, Baya Moulengue, n'est-ce pas, qui eux aussi, n'est-ce pas, estiment qu'ils sont chez eux. Et donc, peut-être à Kagame pour dire que non, j'ai des droits chauds parce qu'une partie de ma population a toujours été congolaise. Donc, on joue dessus
pas, on arme d'un côté, on arme de l'autre côté, pour justifier le chaos. Mais le chaos cache quoi? Un trafic extraordinaire. Le pillage des ressources de la RDC par M. Kagame, ses complices, il y a un transfert extraordinaire de richesses, d'or dans cette région-là qui part de l'Est du Congo pour la RDC et transite et va en Suisse, en Europe, pour être vendu. Ce sont des centaines de milliards de dollars de trafic, mon cher Pépin. Oui, pourquoi cette guerre-là? Personne n'a intérêt à ce que ça finisse. Pour vous dire à quel niveau c'est grave. L'ONU a deux rapports, deux audits, deux rapports qui établissent clairement la responsabilité du Rwanda. Mais pourquoi mettre ça sur le tiroir? 15 000 casques bleus de l'ONU sont sur le terrain. Ne parlons même pas de ça. Ça, c'est clair. Ils sont là pour piller, tuer les populations. On a vu l'épisode de Ngoma, dernièrement, il y a quelques mois. Tuer les populations et piller, n'est-ce pas, les richesses, comme je vous ai dit, transiter ça par le Rwanda et dans une certaine mesure le Soudan, pour aller, surtout le Rwanda, pour aller à l'étranger, n'est-ce pas, alimenter les circuits qui enrichissent, comme je vous ai dit, vous dire, la mafia internationale. Alors, vous avez donc une clique au Rwanda qui ne veut pas laisser ce juteux gâteau. C'est très juteux. Vous avez donc au sein du pouvoir de Kagame un réseau de personnes qui ont pris goût à cet enrichissement illicite. Elles sont très riches, Kagame. Pépin. Elles sont devenues très riches, elles sont multimilliardaires, en dollars. En dollars. Kagame est dedans. En plus des pilleurs historiques, mafia internationale, est venu s'ajouter donc M. Kagame et ses amis, qui aussi, parce que nous aussi on va s'enrichir. Au point où, je vais vous dire, au point où, ça crée un conflit entre Kagame et ses anciens pareils. Qui estiment que non, tu es déjà trop gourmand. Non, tu franchis la ligne rouge. C'est le désaccord qu'a fait semblant de mettre en scène Blinken quand il est arrivé, les sorties américaines, les Herman Cohen qui condamnent Kagame, ils disent que non, il faut arrêter, parce qu'ils le disent. Ils le disent parce que Tshisekedi étant affaibli, étant aux abois, il est prêt à signer tout pour qu'il gagne la guerre et aborde la campagne électorale que chef de guerre, j'ai gagné la guerre, votez-moi. Vous voyez comment on nous prend dans un cercle infernal? Tout à fait. Oui, c'est-à-dire, en fait, en réalité, deux pantins occidentaux ont été placés là. Tout à fait. Tshisekedi est arrivé, il est arrivé là, au lieu de lutter contre les ennemis du Congo, il a fait de Kabila son ennemi, pourtant celui avec qui il avait un accord. Un accord historique qui aurait pu, n'est-ce pas, garantir la libération de son pays. Pourtant, c'était bien parti. Kabila, en 15 ans, a créé l'État, a recréé l'État. Là où il n'y avait rien, il a bâti des alliances alternatives qui ont diversifié les partenariats historiques du Congo et jeté les bases géopolitiques d'une émancipation progressive du pays. Quand Tshisekedi arrive au pouvoir, grâce à Kabila, qu'est-ce qu'il fait? On le reçoit aux États-Unis, il va à Paris se faire flatter. Il va voir son parrain ésotérique à Paris, Macron, il dit, le projet, on le conserver l'accord et de faire avancer le pays, il dit non, il faut que la France vienne restituer l'armée du Congo, de la RDC. Vous vous rendez compte? Que la France vienne restituer l'armée de la RDC. La RDC. La même France qui n'a jamais reconnu son élection. Parce que le candidat français, c'était Fayoulou. Et le diable a dit ouvertement que c'est Fayoulou qui a gagné les élections. Mais quel a été le prix de la réconciliation de Tshisekedi et le Drian et Macron? Quel a été le prix, Pépin? Raisonnez-vous aussi. Quand tu vas aux États-Unis, il y a reçu à la au Foreign Council, Foreign Relations, Council of Foreign Relations aux États-Unis, qui l'ont parrainé. Là-bas, souvenez-vous son discours. Il a Kabila. Il remet l'accord en cause. Donc, on le fait avancer le pays. Tout son génie a été de remettre en cause l'accord que le liait à Kabila. Dites-moi, quel est l'intérêt? C'est quelle façon de faire la politique, ça? C'est-à-dire qu'au lieu que l'ennemi de Tshisekedi soit les ennemis historiques de son pays, qu'il connaît, mais il renverse la dialectique et fait de Kabila son autonomie avec qui il est lié par un accord. Je voudrais vous rappeler que pendant la campagne électorale, les parents de Tshisekedi s'appelaient Kagame. C'est au Rwanda qu'on faisait les réunions pour renverser Kabila. C'est au Rwanda qu'on faisait les réunions. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Rien. C'est une diversion pour piller le pays et maintenir cette fameuse géopolitique des grands lacs, n'est-ce pas? Qui est un danger pour toute l'Afrique. La question de la RDC, ce n'est pas seulement l'affaire de la RDC. C'est toute l'Afrique qui doit être, n'est-ce pas, qui doit être consciente des risques majeurs que nous courons si on laisse l'affaire des Grands Lacs entre les mains des Occidentaux et leurs pantins locaux. Très bien. Merci beaucoup, Président Batakani. Professeur Mbelek, je vous demande également une lecture sur ce qui se joue là-bas, en République démocratique du Congo et du Rwanda. Vu tout ce que le président Batakani vient de dire,
qui est tout à fait correcte. Peut-être que Pékin va me permettre de regarder ça d'un autre œil. Un peu, on va dire, scientifique. Cette région, le Congo d'abord est un scandale minier, humain, au niveau de la faune, au niveau de la végétation, hein, la forêt équatoriale même. C'est un poumon pour l'humanité avec l'Amazone, non? L'Amazonie, je veux dire. Mais il y a des choses très riches au Congo. Il y a au moins, au niveau de la faune, deux choses. Il y a plus loin, mais pas très loin de cette région, un peu plus à l'ouest, il y a le bonobo. Le bonobo a été longtemps confondu avec le chimpanzé. C'est l'animal le plus proche de l'homme. Le bonobo. Le bonobo. C'est le plus proche de l'homme. Plus proche de l'homme que le chimpanzé, l'homme moderne. Eh bien, il n'existe qu'au Congo, pas loin de cette région-là. Autour de, c'est une des rives du fleuve Zaïre. On en trouvait presque plus. Le bonobo, c'est parmi tous les singes celui qui peut marcher le plus longtemps sur ses deux jambes. Parce que c'est un animal, il marche sur les quatre. Mais le bonobo peut marcher beaucoup plus longtemps que les autres. Oui, et on peut discuter avec un bonobo. On peut discuter avec un bonobo. Si vous le formez à manipuler l'ordinateur, vous pouvez discuter avec un bonobo. C'est pour vous dire. Des études ont été faites. Parce qu'il va manipuler les images, il va communiquer avec vous. Et un bonobo est capable. Un chimpanzé ordinaire peut aussi le faire. Mais un bonobo est beaucoup plus performant. Il communique avec vous. Oui, communiquer, il est plus performant. Et il y a aussi une chose qui a beaucoup intéressé les personnes, c'est que le bonobo, vous savez, les animaux, ils ont toujours la même position lorsqu'ils veulent copuler, non? C'est ce qu'on appelle, en langage simple, bon, le mot va me revenir, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça reviendra. Ah, oui, c'est la position comment dire, que la plupart des animaux utilisent. Hein. Voilà. Ça reviendra. Et le bonobo utilise l'autre position qu'on appelle la position du missionnaire. Or, il n'y a que chez l'homme qu'on utilise la position du missionnaire. Le bonobo font ça aussi. Oui. Donc, maintenant, dans la région même qui nous intéresse, il y a un autre animal qui n'existe. Alors, le bonobo, c'est seulement au Zaïre, au Congo, hein, dans cette région-là, pas loin, un peu à l'ouest, au bord du fleuve Congo. Mais la levrette, la position, ça s'appelle la levrette. Voilà. Mais sinon, il y a un autre animal qui existe que dans la région, là, autour de Goma, là. Précisément, un peu plus au nord de Goma, il y a un parc qui est protégé même, c'est un parc reconnu par l'UNESCO, c'est le parc des Virunga. Et on y trouve là un animal qui n'existe que dans cette région. Non seulement dans tout le Congo, il n'y a que dans cette région, mais dans toute l'Afrique et dans le reste du monde, il n'y a que là. Il n'y a que là. Oui, c'est l'okapi. L'okapi a des cornes un peu comme la girafe, il est zébré au niveau de ses jambes, et puis à partir des cuisses en descendant. Et c'est comme une girafe, mais avec un cou qui est beaucoup, beaucoup plus petit, l'okapi. Eh bien, si cette espèce venait à disparaître, il n'y aurait plus d'okapi dans la planète. Mais nous avons une vignette de l'okapi. C'est à Persépolis. Nous sommes là en Iran, à Persépolis. Voilà. Il y a des ruines là qu'on appelle Apadana. L'Apadana, c'est en perse, en vieux persan, c'est la salle des audiences. Voilà. Ça a été le premier qui a commencé à construire ça, c'était le roi Darius Ier. Je signale au passage que la capitale Persépolis est une construction égyptienne. Parce qu'une fois que les Perses ont permis de conquérir le nord de l'Égypte, ils sont partis avec des savants, des architectes, dont la Persépolis doit beaucoup aux Égyptiens anciens. Alors, donc, dans ces marches-là d'escalier, c'est des marches d'escalier, Apadana stairs en anglais. Et bien dans ces marches, il y a des bas-reliefs sur le côté. Et sur un des bas-reliefs, qu'est-ce qu'on voit? Des Africains qui apportent un okapi au roi des Perses. Et c'est un ensemble de tableaux où différents peuples du monde apportent des présents au roi des Perses. Et bien sûr, chacun amène un présent qui caractérise sa région. Et donc, vous voyez, qu'est-ce que disent la plupart du temps les historiens, les égyptologues, les gens qui s'intéressent à la civilisation perse? Ils disent que ce sont des Égyptiens, non pas des Égyptiens, des Nubiens ou des Éthiopiens. Tout, sauf des Congolais. Or, je viens de vous dire que l'okapi n'existe qu'au Congo. Donc, cette vignette, c'est le Congo. Ce qui signifie qu'il y a déjà plus de 2500 ans, il y avait environ 2500 ans, il y avait des relations diplomatiques bien établies entre la Perse et le Congo. Cette relation peut donc continuer aujourd'hui avec l'Iran moderne et le Congo moderne. Elle est justifiée sur la longue durée. Parce que c'est une relation amicale. Les Perses n'ont jamais envahi le Congo. Puisqu'ils ne sont jamais descendus au sud de l'Égypte, ils sont occupés que le nord de l'Égypte, ils ne sont même pas restés très longtemps. Donc le fait qu'une délégation congolaise
On retrouve sa vignette là-bas. Veut dire que ce sont des relations pacifiques. Des relations... Et je dis également autre chose. Les Perses, à cette époque-là, ce n'est pas des Blancs, ce n'est pas des gens à peau blanche comme on voit aujourd'hui, ou à peau claire. Les Perses sont des Noirs à cheveux crépus. Les Perses sont des Noirs. Darius était un Noir à cheveux crépus. Celui qui conquiert l'Égypte, Cambyse, était un Noir à cheveux crépus. Toute la dynastie des Achéménides sont des Noirs à cheveux crépus. Et les Perses, même de cette époque, sont des Noirs à cheveux crépus. Je dis bien cheveux crépus. Ce n'est pas des Noirs type indien, cheveux lisses, crépus, comme les Africains. Donc il faut bien comprendre, ce n'est pas parce qu'une nation, probablement pas du Congo et du Rwanda, parce que deux nations africaines se font la guerre, que l'un est noir, l'autre est blanc. Même entre blancs, on se fait la guerre. Il n'y a pas de problème. Bon, en plus, là, dans le cas des Perses, ils sont d'une culture différente. Ils sont noirs, mais ce n'est pas la même culture. Ce n'est pas la culture africaine. Très bien. Voilà. Alors, donc, une fois que j'ai présenté ce tableau-là, c'est pas fini, Pépin. Il faut que j'accentue le côté scientifique pour montrer que non seulement les dégâts humains, des vols miniers et tout ça, bref, on vole la richesse du Congo, mais même la richesse intellectuelle. Tout à fait. Donc même l'UNESCO peut y jeter un coup d'œil là-bas. Même la richesse intellectuelle. La plus ancienne attestation des mathématiques, c'est où? Mais c'est dans cette région-là. On connaît les deux autres Ishango. Ishango, c'est à 174 km de Goma. 174 km de Goma, au nord de Goma. Ishango même, c'est à 15 km au nord de l'équateur. Donc c'est à vol d'oiseau, à 150 km, je donne exactement. Même, il y a même un hôtel qui s'appelle Hôtel Ishango Goma. Et on trouve ça à Goma. Donc de cet hôtel-là, jusque là, le village d'Ishango, où on a trouvé ces deux qu'on appelle des os, mais je ne sais pas si c'est des os, parce que moi quand je les ai vus, ils ne me ressemblent pas à des os, il y a 150 km. Et c'est la plus ancienne attestation des mathématiques. C'est-à-dire que cette fois-ci, nous avons des attestations plus vieilles, quand vous allez en Afrique du Sud. Mais là, la conception des mathématiques telle que nous l'avons aujourd'hui, c'est-à-dire que là, tout ce qui est algèbre, tout ce qui est analyse est déjà là. Même la géométrie est là. Et le codage est là. Les nombres premiers sont là. Le codage, le binaire est là. Tout est là. Sur deux ossements, et ça se confirme. Même l'étoile de David y figure. L'étoile de David, qu'on a tendance à attribuer à l'État d'Israël. Bon, mais l'étoile de David est encore plus vieille. Hein. Il y a plus de 80 000 ans, on trouve ça en Afrique du Sud. Il y a un objet en ocre, là, ocre rouge, qu'on a trouvé à Blombos, qui est daté depuis 80 000 ans. Donc vous voyez, toutes ces richesses-là sont détruites. Et en plus, ça empêche les chercheurs de continuer. Parce que moi, j'ai connu le professeur Wazi, avec qui j'avais dans une émission dans une télévision sœur. Et on avait une émission, ça s'appelait Afri-Science, et le professeur Wazi intervenait. Il a intervenu au moins 2 fois là-bas. Et le professeur Wazi était professeur de géologie à Goma, tout en étant professeur de géologie à Rouen, en France. Et il était aussi à Goma. Et il a plusieurs fois, il a voulu monter des expéditions pour aller continuer les fouilles initiées par le Belge Jean de Rangelin de Brocourt. Puisque c'est lui qui a commencé les fouilles dans les années 50. Tout à fait. Voilà. Mais c'est impossible avec cette guerre. Et nous ne savons pas comment la Terre a été retournée. Parce qu'il doit y avoir d'autres artefacts qui vont appuyer encore cette connaissance des mathématiques. Et donc c'est des crimes innommables qui se font au Congo. On tue les personnes, plus de 10 millions de morts depuis l'indépendance du Congo, au moins. On vole les richesses. Les populations sont dans la pauvreté, on vole les femmes, on viole les femmes, même quand un médecin essaie de leur apporter de l'aide, parce qu'il a trouvé des méthodes pour les recoudre, ben, lui aussi a été assassiné. Trop de violence au Congo et même des crimes intellectuels, je viens d'en parler. Et ça, c'est un crime contre l'humanité. Alors ça veut dire que ces pays traînent l'histoire au point où on ne voudrait pas le laisser décoller. Oui, parce que je dis que le Congo, il faut bien comprendre. Aujourd'hui, on comprend que la Russie, on ne l'a peut-être pas compris, dès le 24 février 2022. Mais nous savons maintenant que la Russie mène la guerre contre l'OTAN. Ben, depuis les indépendances, peut-être même depuis le Berlin, là, comme le président Badakali l'a dit, puisque Léopold II, c'est un mafieux. Voilà. Mais au moins depuis les indépendances, avec le Lumumba, c'est l'OTAN qui mène la guerre au Congo. Ce qu'on appelle la communauté internationale. Ce n'est pas simplement le Rwanda, là. Le Rwanda a des gens derrière lui. C'est tout l'OTAN. Avant même que le Rwanda vienne créer des problèmes, il y avait déjà l'OTAN qui était là. Vous savez comment ils ont tué Lumumba, non? Comment ils ont exterminé les Moulélés, et tous les Moulélistes, qui étaient eux-mêmes des Lumumbistes. Vous savez comment tous ces gens-là ont fini? Voilà. Donc c'est l'OTAN qui mène la guerre au Congo. Ce sont les 13 amis là qui veulent absolument s'accaparer toutes les richesses du monde, en particulier celles de l'Afrique. Et ce sont ces mêmes gens-là qui, dans leur esprit satanique, ne veulent pas le développement des autres populations du monde. Et même, on voit maintenant que même dans leur propre région, où eux-mêmes ils vivent, ils commencent à créer ces problèmes-là. Ils commencent à ronger le niveau de vie des populations, même des régions où ils vivent. Voilà. Et donc, si vous voulez que je chute, je vais donc chuter en rajoutant un mot. C'est que, dans le cas du Congo, là, il y a un détail qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Et à mon avis, ça, c'est important. Nous luttons, depuis toujours, pour l'unité de l'Afrique. Nous autres,
président Banaki, comme moi, comme toi, je pense, Pépan, nous sommes des panafricanistes convaincus. On est d'accord? Tout à fait. Voilà. Donc ce n'est pas un petit Rwandais du nom de Paul Kagame parce qu'il a réussi à être chef d'État. Ils sont nombreux comme ça, chefs d'État. Mais il faut qu'ils sachent que même s'ils sont chefs d'État, ce n'est pas ça qui fait qu'ils méritent notre estime. Hein. Je suis désolé. Chef d'État, moi je suis chef d'autre chose. Hein. Lui, sauf que lui c'est État. Bon, alors donc il est chef d'État. Mais s'il intervient au Congo, passer les Banya Moulengue, le fait d'être Tutsi congolais ne fait pas de ces Tutsi des Rwandais. Non, il faut être sérieux. Nous avons ici des Peuls. Le fait qu'un Peul est camerounais, il est camerounais avant d'être Peul. Il est d'abord camerounais. Parce que sinon, il y a des Peuls aussi en Guinée. Tout à fait. Il y a des Peuls au Mali. Il y a des Peuls dans beaucoup de pays d'Afrique. Même en Éthiopie, il y a des Peuls. Alors, on va créer le désordre dans toute l'Afrique. Non, si c'est pour rassembler les Peuls au sein d'une entité plus grande, ça s'appelle l'Afrique, le panafricanisme. D'accord. Mais si c'est pour dire que je vais créer le problème chez mon voisin, parce qu'il y a des gens de la même groupe. Mais vous savez qu'il y a des Bassa, même au Gabon, beaucoup de gens ne le savent pas. Bien sûr. On ne les appelle pas Bassa, mais je sais maintenant qu'il y a des Bassa là-bas. Donc, on ne va pas commencer à créer le désordre dans toute l'Afrique juste parce que, tel est de mon ethnie. D'abord, ton ethnie, ça veut dire quoi? Ethnie ne correspond pas à l'Afrique. Puis c'est un mot grec qui veut dire nation. Très bien. Dans la nation, quelle nation? La nation Tutsi, elle a existé quand? Il n'y a jamais eu de nation Tutsi. Il y a la nation rwandaise. Tout à fait. Merci. Qui maintenant a donné naissance à l'État rwandais. Il y avait un royaume rwandais. Il n'y a jamais eu un royaume Tutsi. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup, professeur Jean-Paul Bellec. On sort sur la question président Badakani. Maintenant, comment peut-on envisager l'avenir du conflit qui semble prendre l'ampleur? Le président Tshisekedi appelle déjà à une mobilisation générale. On a comme impression que c'est une déclaration de guerre de façon officielle. D'abord, il faut prendre très au sérieux les aspects de la question que le professeur Bellec a mis au devant de l'analyse. La question du génocide intellectuel, la question de la destruction du patrimoine intellectuel que représente le Congo. C'est un patrimoine pour l'humanité désormais. C'est un patrimoine pour l'humanité désormais. Je n'ai pas dit le patrimoine commun de l'humanité. Je ne suis pas l'UNESCO, de l'humanisme-là. J'ai dit que c'est un patrimoine désormais pour l'humanité. C'est deux notions différentes que je suis en train de dire là. Parce que la question des singes qu'il a... Non, là, j'ai oublié le nom. Le bonobo. Les bonobos. Parce que d'autres questions est terrible. Il y a des endroits en RDC où l'État congolais ne peut pas entrer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Nous parlons à Mondovision. Hein. Il y a des espaces en RDC qui sont interdits à l'État congolais. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Donc, la question de l'autre d'Ishango, la question de Bobono, montre qu'il y a des richesses extraordinaires dans ce coin, qu'on cache aux Africains et aux Congolais. De quoi s'agit-il? Et qui donc a donné mandat à quelqu'un ou à une organisation qui soit plus légitime que la RDC pour justement protéger des richesses qui sont en RDC, mais qu'on cache, n'est-ce pas, aux Congolais. Tout ça pour dire que la question de la RDC est une question majeure de la politique internationale. Tout à fait. La question de la RDC est un marqueur qui nous permet de voir quel est le sens et la nature de ce qu'on appelle relations internationales. Il faut partir là pour bien comprendre les enjeux. Et à partir de là, vous allez comprendre qui est Tshisekedi, qui est Kagame. Et vous allez voir si les deux peuvent mettre fin à la guerre, ou bien les deux ont besoin de la guerre, chacun pour conforter son agenda politique. J'allais dire politicien, agenda politica. Ce ne sont pas les politiciens, ça. Quand vous mettez ces éléments sur la table, vous abordez la question autrement. Les choses sont claires. Nous, on a toujours été contre la politique de Kagame. Mais nous sommes aussi très méfiants à l'égard de Tshisekedi. D'abord, il est fasciné par son père. Son père était un traître, un criminel, qui a appelé Lumumba Crapaud. Le père Tshisekedi a comploté dans la mort de Marcel Lumumba. Ils ne se sont jamais repentis de ça. Tshisekedi est tellement fasciné par son père qu'il va en faire un héros national. Ce qui n'est pas. Ce qui n'est pas. Donc vous voyez qu'à partir de là, il y a un problème. Il y a un problème parce que ce monsieur a fait d'un événement mafieux, criminel, un événement national en RDC. La prétendue remise de la dent de Lumumba. C'est une opération criminelle de la criminocratie belge qui a apporté un truc qu'on a dit que c'est la dent de Lumumba. Qui a vérifié ça? Et les enfants de Lumumba, les enfants biologiques, ont joué le jeu avec ce qu'il dit. On a fait le tour dans le pays
avec une dame, prétendument, c'est de Lumumba. Est-ce que vous vous rendez compte? Bon, quand un président fait des choses comme ça, il ne sait même pas pourquoi il est président de la RDC. Il n'est pas à la hauteur du destin de ce pays-là, mon cher Pépin. Donc, quand un matin vient nous dire, après qu'il était longtemps l'ami Kagame, mais ils sont les amis depuis très longtemps. D'ailleurs, je pense qu'il le demeure d'ailleurs, il se moque des gens. Ils sont des amis. Il vient un matin nous dire qu'il est en guerre. Ok, il a le droit. Et apparemment, les partis politiques de son pays jouent le jeu de l'union sacrée. Mais il y a un problème. Peut-être naïvement. Depuis quand la RDC, pour battre le Rwanda, a besoin des alliances? C'est-à-dire que la RDC a besoin des alliances pour battre le Rwanda n'est même pas un quartier de la RDC. Je dis en termes de population et de distribution, ce n'est même pas un quartier de la RDC. Donc, maintenant, pour faire la guerre contre la RDC, contre le Rwanda, Tshisekedi convoque des alliances mondiales. Problème. Donc, il a décidé d'augmenter le budget de 300%, le budget militaire. On dit quoi? Quelques malheurs, quelque chose de bon. Hein? Quelque chose de malheur. Voilà. Quelque chose de malheur, quelque chose de bon. Donc, il a décidé d'augmenter le budget militaire, ça ne suffit pas. Parce que s'il refuse d'assumer les enjeux des Grands Lacs, vous venez parler de RDC, il est hors sujet. Il ne gagnera pas cette guerre. Parce que ceux qui veulent que cette guerre ait lieu, il les connaît. Mais ce sont ses alliés cachés. Très bien. Au niveau de la géopolitique, il a pour ami Macron, Joe Biden, les Américains, il a pour ami les Belges, et tout était d'ailleurs à moins un. Il est même plus belge que congolais. Donc, tout ça. Alors, donc, il mène les gens en bateau parce que, est-ce que le vrai ennemi, c'est Kagame? Oui, c'est un ennemi, il le mérite. Nous le disons. Mais qui est derrière Kagame? Quelle est l'architecture géopolitique et géomilitaire qui permet l'existence d'un Kagame? Même s'il part, un autre reviendra. Je vous ai parlé tout à l'heure de la clique, du lobby au sein du pouvoir rwandais qui s'enrichit énormément et qui a intérêt à ne pas mettre fin à cette guerre. Alors, si la RDC veut gagner la guerre, mais il faudra satisfaire ceux qui organisent la guerre depuis des siècles et qui ont besoin de la guerre justement pour continuer à appuyer ces richesses dans les grands lacs. Mais comment est-ce qu'on va les satisfaire en même temps et satisfaire les Congolais? La RDC. Puisque lui, il refuse d'assumer le lumumbisme. Il refuse d'assumer que la voie Lumumba est la seule voie capable de libérer le pays. Il refuse ça. Il n'est pas un lumumbiste, il est un démocrate comme son père. Il croit à la démocratie, il croit à la fanfaronnade démocratique, il croit aux choses comme ça. C'est démocratie néocoloniale. Il croit à ça. Tout à l'heure, je vous ai interpellé sur le fait que comment, au prix de quoi il s'est réconcilié avec les Français, qui avaient pour candidat Fayoulou. L'ont dit ouvertement. Et on lançait la rumeur, après l'élection, n'est-ce pas, qu'il y avait des faux diplômes. Et que cette élection est fausse parce que le diplôme avec lequel il s'est présenté, c'est un faux diplôme. Voilà. Et du coup, ça a validé l'élection. Au prix de quoi, donc, il s'est réconcilié avec la France. Donc, si vous voulez gagner une guerre contre le Rwanda, Pépin, il ne s'agit pas seulement de dire « je veux en finir avec le Rwanda, c'est Rwanda l'ennemi ». Oui, Kagame mérite ça. Moi, je le dis. Depuis des années, je suis le seul à dénoncer Kagame sur les plateaux de télévision. À dire que cette politique est inacceptable. Mais maintenant, est-ce qu'on peut gagner, mettre fin à cette guerre, sans avoir ce qu'on appelle une grande politique des Grands Lacs? Mais cette fois-là, élaborée par des Africains et uniquement destinée à servir la cause des Africains et de la RDC. Est-ce que M. Tshisekedi a cette politique? Non, il n'en a pas. Non, je vous dis, ce n'est pas une question, Pépin. Il n'en a pas. Vous comprenez? Il n'en a pas. Mais maintenant, si cette campagne qu'il a lancée peut déboucher sur une victoire contre Kagame et ramener ce monsieur à la raison, tant mieux. C'est une bonne chose. Merci à vous. Professeur Bellec, vous avez aussi un mot? Sortons sur cette question du RDC Rwanda. Est-ce que vous prévoyez que cet avenir peut s'enliser ou les choses peuvent être mieux pour les deux pays? La seule façon, c'est que chacun des deux chefs d'État là se réveille avec une lumière dorée dans son petit cerveau, quoi. Tout à fait. Voilà, et qu'ils se sentent obligés en tant qu'Africains de s'entendre pour le grand intérêt des peuples de la région et de l'Afrique. Et en sont-ils capables? Parce qu'effectivement, comme le président a dit, qui c'est qui dit, Félix, il nous a insultés là, avec cette histoire de dents. Son père, il n'a pas encore lavé l'honneur de son père. Parce que son père, c'est quelqu'un qui
que normalement, ils devraient en avoir honte. Alors, le président vient nous dire qu'il en est fier. Alors, moi, je dis que la honte peut être salutaire, parce que ça crée un sursaut d'orgueil. Il devrait donc essayer de laver l'honneur de son papa en étant un peu plus proche de son peuple, c'est-à-dire en travaillant pour l'intérêt de son peuple. Et son peuple n'étant pas isolé pour l'intérêt de la sous-région et donc de l'Afrique. Donc s'entendre avec Kagame est une bonne chose, mais encore faut-il qu'ils arrêtent de faire... Ok, vous voulez, Kagame veut être riche, les Rwandais veulent être riches, mais pourquoi ne pas s'entendre et garder les richesses pour les Africains? C'est possible, non? Vu la taille de Rwanda, c'est peut-être possible. Il y a quand même plus de 100 millions, il y a quand même 100 millions d'habitants en RDC contre moins de 10 millions au Rwanda. Et quand le président de la RDC, elle seule, c'est près de 100 fois la superficie du Rwanda. Rwanda, c'est 26 000 km². La RDC, c'est 2 400 000 et quelques kilomètres carrés. Est-ce qu'il y a un rapport là-bas? C'est presque 100 fois plus grand. Oui. Voilà, et 10 fois, un peu plus de 10 fois plus peuplé, malgré l'extermination des populations en RDC. Alors, donc, ils devraient plutôt s'entendre, mais est-ce qu'ils en sont capables? Pour ça, il faudrait que chacun renonce à ses parents occidentaux. Mais ça suppose un éclairage très grand dans leur... Ça demande aussi un énorme sacrifice, donc il faut oui, voilà, est-ce qu'ils en sont capables? S'ils sont capables, c'est ce que nous souhaitons. Oui, ils s'entendent et puis cette histoire s'arrête on n'en parle plus, on passe à autre chose. Accepter souffrir, accepter des coups bas, accepter qu'on vous pose des rébellions, mais pour vous... Non, ils arrêtent, mais ils voient que c'est des bêtises, on tourne en rond et qu'on se tue entre Africains pour l'intérêt de gens qui, en plus, nous méprisent tous en tant que nègres. Nous, on est des nègres. Attends, vous voulez que je vous lise une phrase de Maïmonide, Moshe Ben Maïmon, où il dit que l'Africain est entre l'homme et le singe. C'est écrit, hein. C'est dans le livre des Égarés. Voilà, le guide, pas le livre, le guide des égarés, le guide. Et ce faisant, ils devraient s'entendre. Pourquoi? Un, parce que c'est le mouvement historique de l'Afrique. Nous marchons vers le panafricanisme. Moi, je vous le dis, hein, ce n'est pas une prophétie. Tout autre chef d'État, tout autre État africain, parce qu'on va imposer pas de force, qui va s'opposer à ça va seulement souffrir. Il y a un moment donné, ça sera d'office. On s'est dit qu'on ne veut même pas discuter. Mais l'Égypte ancienne s'est fait comment? L'unité de la haute là-bas, c'est l'Égypte, ne s'est pas faite gentiment. L'histoire va elle-même se construire. La guerre. Non, c'est que les gens du Sud se sont déjà réunis. Ils vont voir les gens du Nord. Eux-mêmes ne sont pas réunis gentiment. Eux, ils ont même fait la guerre depuis longtemps. Ils disent, non, ici, on a des mathématiques. Nous, notre culture, c'est les maths. Ça veut dire quoi? Que nous avons un état de territoire. On va l'exploiter à l'optimum. Et d'après nos calculs, l'exploiter à l'optimum, c'est la vallée du Nil, là. La base vallée du Nil. Voilà. L'exploiter à l'optimum, ça veut dire prendre de la Méditerranée jusque pratiquement au nord du Soudan. On a besoin de toute cette surface. Sinon, on ne pourra jamais exploiter ce territoire de façon viable. Vous voyez? Ne serait-ce qu'au niveau de l'agriculture. Il faut stocker le grain. Hein. Quand on met le pharaon, son rôle, c'est de protéger la population. Ce n'est pas seulement contre les invasions extérieures, parce qu'à ce moment-là, l'Égypte n'a même rien à craindre, mais c'est les famines. Il faut, quand on a cultivé, il stocke le grain. Et quand la famine arrive, il sort le grain pour donner aux populations. C'est comme ça que ça fonde, la royauté devienne sanctifiée par la divinité elle-même. C'était peineré. C'était peineré. Ça dit choisi par ré. C'était peineré. Je te parle en bassa pratiquement, là, Pépin. Parce que tep en bassa veut dire choisir. Ouais. En égyptien, c'est setep. Setep. Choisir. Setepen, c'est le participe passé. Choisi. OK? Voilà. Et donc, choisi par Ré. Ré, c'est qui? C'est Dieu. Voilà. Donc, la royauté divine, là, c'est déjà l'Égypte. Alors, donc, ils ont fait la guerre. Je dis qu'ils ont fait la guerre. Quand les gens du Nord ont dit que, OK, vous ne voulez pas, on fait la guerre. On a fait la guerre. Donc, c'est ce qui va arriver. Donc, il vaut mieux s'entendre maintenant, parce que l'Afrique doit se faire. Contre vent et marée, l'Afrique doit se faire. Et puis, pour commencer d'abord, je vais chuter là-dessus. Avant de faire l'Afrique, il faut d'abord faire la sous-région. Président, nous avons un projet, là, au niveau de la CEAC. C'est la nouvelle monnaie. Et la nouvelle monnaie, ce n'est pas simplement la CEMAC. Celle qui doit remplacer le faux CFA là, illégal. Parce que le CFA, actuellement, on l'utilise toujours, hein, depuis 2020. Mais ça fait 2 ans d'illégalité. Hein. C'est une monnaie illégale, hein, le CFA. Parce que normalement, la fin du CFA, tel que les Français l'ont décidé en 1945, c'était le 31 décembre 2020. Hein. Il a encore continué pendant 2 ans, jusqu'à maintenant. Il y a un an dans les probas. Bon, ok, mais il reste quand même un an de trop. Voilà, il y a même un an de trop. Pratiquement 10 mois de trop, là, déjà. C'est illégal. Voilà. C'est l'illégalité. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prépare une nouvelle monnaie. Cette nouvelle monnaie doit s'étendre au niveau de la CEAC. Or, il y a les RDC et le Rwanda dans la CEAC. Donc, vous voyez que c'est du désordre pour nous, là. Donc, il faut... ou alors, ils vont retarder les échéances. Très bien. On en parlera. Pour ce qui est de la monnaie, on en parlera.
Vu la taille de la RDC, vu les richesses, la monnaie est garantie sur quoi? On ne peut pas faire sans eux. Donc l'entente est obligatoire. Et c'est maintenant au niveau de la CEAC de régler l'affaire. D'autant plus que la Tanzanie doit aussi être impliquée à travers les pays des Grands Lacs, qui inclut maintenant la Tanzanie aussi. Vous voyez, c'est un vaste ensemble de 300 millions d'habitants. Très bien. Nous sortons de ce sujet. Je voudrais dire ce sujet d'entrée de la République démocratique du Congo, le Rwanda. Oui, président. Ce que le professeur Belek vient de vous dire est toujours à approfondir. Il faut approfondir ça et bien comprendre. Il y a un langage extrêmement scientifique qui peut être ardu pour certains. Moi, je vais essayer de simplifier ça sur le plan géopolitique. Quand il vous parle de la fusion de la CEAC et de la CEMAC, prenez ça très au sérieux. Regardez les enjeux. Vous voyez voir ce qui s'est passé au Tchad. Actuellement, la sous-région CEMAC, CEAC, la CEAC a décidé de faire le Tshisekedi, le médiateur de la crise au Tchad. C'est le médiateur. Qu'est-ce qui se passe? Pendant ce temps, pendant que la CEAC se réunissait, Mahamat Faki, de l'Union africaine, était dans un voyage, s'acoquinait avec Blinken. Avec Blinken, Anthony Blinken. Avec Anthony Blinken, qui est le secrétaire d'État américain aux affaires étrangères. Et qu'est-ce que Blinken dit? Blinken dit, nous sommes contre la candidature d'un militaire de transition au pouvoir. Blinken le dit. Et Blinken soutient Mahamat. Et à l'heure actuelle, Mahamat est en train de vouloir manœuvrer l'Union africaine pour qu'on sanctionne. Oui. Ce n'est pas l'Afrique du Sud, c'est le sud-ouest Afrique, c'est la Namibie. Il a écrit une lettre au président de la Namibie qui est censé organiser la réunion. Oui, la réunion de la commission de paix, pour sanctionner le Tchad et invalider la médiation de Tshisekedi. Il faut bien voir ce qui se passe. Les Africains, il ne faut pas être naïf. C'est-à-dire que la fusion CAC-CEMAC est dangereuse. Ça fait paniquer. Même la nouvelle monnaie qu'on est en train de sortir là, même pas la monnaie, c'est-à-dire que le fait qu'on ait changé, les billets qu'on a changé là, c'est pas le fait du hasard. Je me suis informé, c'est un rapport avec les changements monétaires désormais qui s'imposent au niveau de la CAC-CEMAC. La France, s'il avait été un partenaire normal, on aurait discuté avec la CEMAC et la CEAC. La CEMAC, par exemple, qu'est-ce qu'elle a fait? De manière unilatérale, elle a mis fin au franc CFA, vous le savez. De manière unilatérale, elle a soldé les comptes de l'opération. De manière unilatérale, c'est une déclaration de guerre. Déclaration de guerre. Donc vous voyez comment il y a des enjeux qui paraissent simples, mais qui sont interconnectés et liés. C'est-à-dire que la fusion CAC, CEMAC n'a aucun sens sans la RDC. Et vous allez voir pourquoi les gens comme nous pouvons être contre un président comme Tshisekedi, par principe, mais on est souvent obligé de le tolérer parce que quand on regarde la complexité des enjeux, vous voyez où est-ce qu'il a été passé? Donc Mahamat Faki roule contre l'Afrique, roule contre, n'est-ce pas, les intérêts du continent africain, parce qu'on lui a promis de faire de lui le président au Tchad. Donc s'il devient président au Tchad, il ne va rien faire pour le continent, parce que c'est un traître qui est arrivé au pouvoir. Donc c'est ça les enjeux qu'il y a derrière. Quand Belek convoque, n'est-ce pas, la fusion CAC-CEMAC. C'est un grand projet panafricaniste de fait. Ce projet est panafricaniste de fait. On n'en parle pas trop parce que celui qui est derrière ce projet, qui le porte beaucoup, il y a le Cameroun, le président Biya, et dans une certaine mesure, l'Angola. Mais le président Biya n'en parle pas beaucoup. Il ne communique pas. Il n'explique même pas ce qu'il fait. Ça fait que bon, on ne voit pas la grandeur. Souvent, c'est bon parce que ça protège le projet. Au lieu qu'il soit mis en scène, en avant et qu'il soit exposé. Mais c'est une grande dynamique. C'est-à-dire que même si Biya n'est pas là demain, il faudra que les panafricanistes reprennent ce projet en main. Reprendre ce projet en main, c'est-à-dire la fusion de la CAC et la CEMAC. Il faut reprendre ce projet en main parce que sur le plan de l'initiative panafricaniste régionaliste, je dis bien panafricaniste régionaliste, ça n'a rien à voir avec le régionalisme des anti-panafricanistes, n'est-ce pas, qui est le projet de mondialisme, de l'ONU, les sous-régions africaines là-dedans. Je dis bien régionalisme panafricaniste. Ce projet-là doit être repris en compte parce que c'est un des axes majeurs par lesquels on peut démarrer une véritable initiative panafricaniste qui va changer le continent africain, y compris, comme il a dit, par la guerre contre ceux qui vont s'opposer à ce projet. Très bien. Nous passons maintenant à notre sujet de résistance. Mali appelle à la désobéissance civile, comprendre les motivations des syndicats. Professeur Belek, pendant 2 jours, on a marché au Mali pour essayer de protester contre les mesures d'insécurité qui, selon les marcheurs, certains syndicats,
pose déjà beaucoup de problèmes au nord du pays, notamment à Gao. Alors, est-ce qu'au-delà du simple mouvement de grève qu'on a pu pressentir, on peut comprendre autre chose derrière? Oui. Bon, je veux dire définition de désobéissance civile. Ok, je peux le lire. Bon, c'est tiré d'une encyclopédie, là. Universalis, exactement. Donc, on dit, on parle de désobéissance civile, entre guillemets, désobéissance civile, lorsque des citoyens, mus par des motivations éthiques, transgressent délibérément de manière publique, concertée et non violente une loi en vigueur, une loi, pour exercer une pression visant à faire abroger ou amender la dite loi par le législateur. Voilà. Bon, je peux continuer, mais ça, je crois que c'est déjà pas mal. Bon, on parle effectivement de mouvement de citoyens, mais pas spécialement d'un syndicat. Et on dit que c'est non violent, et on dit que ça concerne une loi. OK? Alors là, les gens qui manifestent à Gao, là, c'est contre quelle loi? Okay. La loi de l'insécurité. Je ne réclame aucune loi. La loi de la sécurité. Il n'y a aucune loi là-bas. Donc ce n'est pas la désobéissance civile. Au sens où nous parlons la langue française codifiée par l'Académie française. Bon, maintenant, on peut dire à ces fameux syndicats. D'abord, tout à l'heure, comme je l'ai dit, le concept de désobéissance civile, c'est un concept flou qui ne veut rien dire dans le contexte là. Ils disent qu'ils dénoncent l'insécurité. Je ne sais pas le plan que le professeur Belal a dit que mais ils étaient où depuis? Je ne veux pas le dire là-dessus. Ce qui est clair là maintenant, c'est qu'on comprend pour qui roulent ces syndicats. Or, il me souvient que la France a beaucoup investi dans ce qu'ils appellent la structuration de la société civile. Vous n'allez pas écouter un discours de M. Macron concernant l'Afrique sans qu'il ne parle de la société civile. Il adore la société civile. Mais quelle société civile? Pour quel but, pour quel rôle? Moi, je pose une question. Vous croyez qu'un État africain parle de structurer la société civile en France? Pas du tout. Pourtant, les Français sont assez fâchés de M. Macron, non? Ils en ont marre de leurs dirigeants politiques. Donc, les conditions sont réunies pour qu'ils accueillent très bien un soutien étranger visant, n'est-ce pas, à les renforcer dans leur combat. Mais est-ce que l'État français peut accepter ça? C'est un crime. C'est la haute trahison contre la France. C'est vrai pour la France, c'est vrai pour les États-Unis, c'est vrai pour tous les pays occidentaux. Bah, aucun État sérieux au monde n'accepte qu'un autre État vienne structurer la société civile dans le pays. Tout à fait. Alors, la France a beaucoup investi dans une certaine société civile au Mali. Donc, en fait, ce sont les agents de la France. Un agent donne des ordres. Un agent donne des ordres et l'agent exécute. Exécute. Mais c'est ce qu'on est en train de vivre là. C'est ce qu'on vit là. Parce que raisonnons, continuons à raisonner. Qu'est-ce que ça s'appelle insécurité? Qu'appelles-tu l'insécurité? Des viols, des rapes, des kidnappings et bien d'autres choses. Ça fait combien d'années que le Mali vit ça? Et on connaît qui est responsable. Venir maintenant dire à l'État malien que tu vas te désobéir parce que tu ne garantis pas la sécurité ici, ça veut dire qu'on est entré dans une autre phase. Pourquoi se sont-tu hier? Oui, pourquoi est-ce qu'elle parle maintenant? Alors maintenant, je disais tout à l'heure, raisonnons. C'est-à-dire que ces centrales estiment donc que l'offre de l'État malien en matière de sécurité est faible pour justifier une désobéissance civile. Alors, qu'est-ce qu'elle propose? Qu'est-ce qu'elle propose? Elle dit tout simplement qu'elle met de la pression à l'État malien. Non, ça veut dire qu'on a affaire à des agents français. Ils sont dans une logique, dans un agenda. Ils sont en train de jouer leur rôle. Parce que si on ne peut pas proposer mieux, on admet donc que ce que fait l'État malien, dans les conditions actuelles, est le possible qu'on puisse faire en la matière. Il n'y a pas mieux à offrir. Sinon vous dites, OK, non offre ceci, prenez ça. Quand vous êtes militaire, nous vous donne l'expertise, le concept pour une meilleure sécurité de nos régions. Voici ça, allez appeler, ils ne disent rien, ils donnent les ultimatas et ils désobéissent pendant 2 jours. Vous voyez que ce n'est pas sérieux? Parce que la question prioritaire aujourd'hui au Mali, c'est quoi? C'est la sécurité et la conquête de la souveraineté du Mali. La souveraineté est la condition de toute politique
capable d'améliorer les conditions de vie de la population. Alors, si l'organisation ne comprend pas ça et vient inverser la hiérarchie des priorités en faisant croire que l'insécurité qui est à Gao est le fait de l'État malien et non plus Barkhane et non plus les Occidentaux, alors qu'à l'heure actuelle, le Mali a porté plainte à l'ONU et que les Occidentaux bloquent le dossier et qu'on refuse de voir les preuves que le Mali détient. Ces 3 centrales syndicales sont des traîtres. Ces organisations traîtresses qui roulent pour la France. Et il faut les traiter comme telles. Et ça ne surprend personne. D'ailleurs, ils ne sont pas les seuls. Vous avez à Tombouctou une pareille situation avec un imam, un juge islamique, n'est-ce pas? Un certain, il s'appelle qui ce type-là? Un certain, son nom est même compliqué à retrouver, et ce n'est pas par hasard. Hein? Laissez tomber, c'est aussi les compliqués. Hein? Alors, donc, voilà monsieur à Tombouctou, dans l'ouest du Mali, n'est-ce pas? Qui n'est-ce pas, a prôné la fermeture de 207 écoles sur 751 existantes, n'est-ce pas? Et il dit que c'est fermé pour des raisons de l'insécurité. Et il pose les conditions pour qu'on ouvre les écoles, hein, du moins dans les territoires où il est influent. Oui. C'est ce qu'il dit. En fait, il prône l'islamisation de la région. Tout à fait. Vous comprenez? Il demande que les élèves doivent porter les signes islamiques, on doit enseigner le Coran et l'arabe dans les écoles. Il demande le paiement obligatoire de la zakat, qui est l'impôt islamique. C'est bel que... Bon, voilà ce que ces messieurs réclament. Bon, vous voyez ça? C'est-à-dire que, sous couvert d'insécurité, quelqu'un est en train de faire il veut propager l'islam. Mais tout ça... Même chose, on vous dit djihadisation. Hein? Les rebelles islamiques. Vous voyez? Djihad. Rebelles islamiques. Et un monsieur vient vous dire que non. Si vous voulez ouvrir les 250 écoles qui sont sous mon influence, moi j'impose, n'est-ce pas, une islamisation. Mais on comprend ce qu'il y a derrière tout ça. Et ce monsieur a été association onusienne. Ça ne vous dit rien, mais on le fait chanter, ce monsieur. Il est en train de donner les gages à ceux que l'on sanctionné pour qu'on lève les sanctions. Donc, alors, ce n'est pas une surprise, je vais donc chuter par là, puisque vous me demandez de chuter. Je vois ça à travers votre regard. Donc, le Mali est en train de vivre, n'est-ce pas, ce que Sékou Touré a vécu quand il avait dit non, le non historique. Ce que Haïti vit jusqu'à aujourd'hui. On fait payer Haïti le tribut d'avoir parrainé, d'avoir organisé les révolutions, n'est-ce pas? Non, c'est-à-dire que toutes les révolutions contemporaines, n'est-ce pas, c'est Haïti qui a fait ça, contre les Occidentaux, contre les esclavagistes blancs. On fait payer ça à Haïti jusqu'à aujourd'hui pour non seulement, comment on dit ça, effacer la consistance historique et le retentissement historique de la révolution haïtienne et tout ce que cela signifie pour le monde et pour les Africains, pas, en imposant à Haïti un système politique qui fait de Haïti la honte du monde. Et on dit, OK, voilà l'indépendance, voilà la révolution haïtienne. Autrement dit, se révolter contre le blanc conduit à la mort. Se révolter contre l'Occident conduit à la perte irrémédiable de celui qui fait la révolte. Donc, il ne faut jamais se révolter contre l'Occident. Vous comprenez ça? Donc, on est en train de punir le Mali. C'est une punition du Mali. Parce qu'il faut à tout prix que le paradigme qui dit que dès qu'on se rebelle contre l'Occident, on en meurt. Et donc, l'Occident est donc l'horizon indépassable de l'humanité, soit vrai en tout temps et en tout lieu. Quand Sékou Touré dit non, la France sabote la Guinée. Ils cassent tout, ils prennent les agents de naissance, ils déchirent. Ils ont tout pris. Ils ont saboté la monnaie guinéenne. Ils ont fait près de 17 coups d'État contre Sékou Touré. Vous vous rendez compte? Et évidemment, ils ont fait des campagnes contre Sékou Touré, qu'il a tué Diallo Telli, qu'il a violé les droits de l'homme. Même chose, ça va commencer aujourd'hui, Pépin. Même chose, ça va commencer aujourd'hui. À l'heure actuelle, les services secrets français avouent qu'ils ont organisé les coups d'État contre Sékou Touré. Ils avouent. Mais ils avouent aujourd'hui. Mais hier, qu'est-ce qu'ils disaient? Ils n'avouaient pas. Ils disaient que non, c'est un terroriste, c'est un tyran, c'est un dictateur qui tue les populations guinéennes. Et les Africains ont gobé ça à l'époque pour dire que Sékou Touré était un dictateur. Un dictateur. Tout ça pourquoi? Pour diluer le retentissement de l'acte historique de Sékou Touré. Pour le diaboliser, pour qu'il ne soit pas un modèle. Vous voyez ça? C'est le même scénario qui est en cours au Mali. Il faut qu'Assimi Goïta ne soit pas un modèle. Il ne faut pas qu'il y ait un modèle malien. Il ne faut pas qu'il y ait un exemple malien. Il doit donc échouer par tous les mois. Donc on lève dans tous les réseaux. Tous les réseaux. Vous allez entendre ça de plus en plus.
Plus on va se rapprocher des élections au Mali, plus vous allez entendre des complots comme ceci. Vous allez entendre ça. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait l'exemple malien. Que l'exemple malien fasse tâche d'huile. C'est cela qu'il s'agit. Et la France, qui a colonisé le Mali, qui a des réseaux dormants partout dans le Mali, va les réveiller. Et quoi de mieux que de les réveiller que la revendication démocratique, la revendication syndicale. Qui viendra s'opposer aux syndicats. Dès que le syndicat est en grève, on dit que non, c'est neutre. Les syndicats, ils sont très gentils, ils ne sont pas colorés politiquement. C'est pour naïf. La même chose qu'il y a eu au Tchad. Même dynamique, même démarche, même modus operandi, même type d'organisation, même façon de mobiliser la société civile, la même chose. Malheureusement, au Tchad, il y a eu plusieurs morts. Qu'est-ce qu'il y a avec une partie des Africains qui retombe dans le même panneau chaque fois qu'on fait la même chose? Heureusement que c'est une partie des Africains. Une partie, juste une partie. Alors, on va ouvrir les standards pour ceux qui voudraient réagir à ce programme. Le standard, d'ailleurs, le numéro devrait déjà être dans vos mémoires. Nous sommes au 6 57 44 91 57. Si vous agissez depuis les frontières camerounaises, au-delà des frontières camerounaises, donc vous irez d'ailleurs au plus 237, puis vous reviendrez sur le 6 57 44 71, non, 91 57. Voilà le code d'accès à ce programme. Merci beaucoup. Alors, professeur Jean-Paul Mbelek, le président Badakani disait tout à l'heure, le scénario, il est connu. C'est un traçage qui semble être suivi à la lettre par les Occidentaux qui se plaisent à déstabiliser les pays africains. Le Mali, après avoir échoué peut-être dans la diplomatie, ils n'ont pas pu diplomatiquement déchoir Assimi Goïta. Ils utilisent maintenant d'autres moyens, les moyens syndicalistes. Et est-ce qu'on pense que ces moyens syndicalistes peuvent être efficaces? Non, à mon avis, non. Et je pense même que le Mali, nous pouvons faire confiance aux dirigeants de la transition. Ils sont assez avertis et je dirais le mot, ils sont très intelligents. C'est-à-dire que même s'il fallait réprimer, président, je suis prêt à parier qu'eux vont réprimer. Il n'y aura pas autant de sang collé qu'on a vu au Tchad. Espérons. Non, c'est ce qui va se passer. Parce que c'est ce qui doit se passer. C'est ce qui doit se passer. Parce que l'erreur, vous voyez, il suffit que le sang coule. C'est ça l'erreur. Ça crée... Quand même, quand on tue quelqu'un dans ta famille, tu deviens un revanchard, quelles que soient les bonnes raisons que tu peux avoir. Ce n'est pas tout le monde qui a le courage de dire que la cause avant mon frère qu'on a tué... Voilà. Prenons cet appel. On va revenir à vous tout à l'heure. On va prendre cet appel. Est-ce que notre cadre là, est-ce que notre cadre est en visuel? Nous prenons cet appel. Monsieur, bonjour et bienvenue parmi nous. Moi, c'est Priscille depuis Douala. Monsieur, bonjour. Ce que je voulais faire savoir, en tout cas aux Africains que nous sommes, peu importe ce qu'on a comme combat à mener contre l'Europe, je veux vous rappeler que la seule arme avec laquelle ils sont entrés en Afrique, c'était la religion. Et tant que la religion, on ne parvient pas à mettre de côté la religion, les religions occidentales, en fait, les religions étrangères, nous ne pourrons jamais les combattre parce que c'est leur meilleure arme contre nous. Parce que même le fusil de la qu'ils tirent, ce sont des petits trucs, des armes nucléaires. Tant que nous ne nous débarrassons pas de ces religions-là. Parce que, je vais vous dire, le Nouveau Testament, je peux encore concéder que l'Ancien Testament soit africain. Mais le Nouveau Testament complètement est occidental. Un Nouveau Testament où on passe le temps à pardonner les erreurs et à introduire le péché dans le monde. Ça veut dire que, comme l'Ancien Testament, c'était le dent pour dent, ils viennent avec le pardon. Quand vous allez vouloir lever l'arme ou vous vous énervez contre eux, Dieu a dit que combien d'Africains sont en histoire là? Seulement ça ne peut pas faire à ce qu'on ait une union africaine. On aura beau combattre au Mali, on aura beau combattre au Rwanda ou au Congo. Tant que nous ne sommes pas unanimes dans notre religion, on est en train de perdre le temps. C'est pour ça que je peux me dire, me retourner encore vers notre chef Banakani, pardon. S'il vous plaît, si vous trouvez la solution, il nous faut un métier africain. Tout ce qu'on tourne là, c'est la même chose. Bonne journée. Merci à vous, madame, pour cette intervention. Professeur Achevé, d'abord, nous venons chez le président Batakani. Allez-y. Oui, un homme averti en vaut deux. C'est-à-dire que, vu ce qui s'est passé au Tchad, je sais que le gouvernement malien, ce sont des gens très intelligents. Ils vont prendre les mesures nécessaires. En tout cas, il faut qu'ils s'y préparent. Parce qu'à un moment donné, il va falloir faire de la répression. Mais
la répression sans faire couler du sang. Ça, c'est le cerveau qui doit être mis en marche. Président, on a des défis à relever. L'intelligence existe et les mathématiques, ça aide. Le défi à relever, c'est s'il faut faire la répression, il ne faut pas faire couler une seule goutte de sang. Donc, il faut prévoir d'avance. On sait que l'ennemi va faire tout pour qu'il y ait ce genre de choses. Il faut se débrouiller. De sorte que si jamais ça arrive, le problème vient directement de qui on sait. Et qu'il n'y ait pas un nombre d'un doute que c'est l'ennemi en face là. Au contraire, que ça le dévoile davantage. Donc, il faut que le gouvernement malien prenne des précautions pour qu'en cas de répression, puisque si ça continue comme ça, on ne va pas laisser l'ennemi s'installer quand même à travers ces endocolons, mais sans faire couler une goutte de sang. Ça, c'est le cerveau. C'est un défi. Et l'imagination au travail, c'est à nous de relever le problème, ce défi-là. Le cerveau doit être mis en marche et les mathématiques doivent travailler à fond. Bon, maintenant, il faut dire autre chose. C'est que, qu'est-ce qui se passe? Dans le cas du gouvernement malien, ils assurent la sécurité. Nous savons qu'ils marquaient des points contre les terroristes. La souveraineté, il n'y a plus à démontrer. Voilà. Mais il y a aussi les fake news. Chez les Occidentaux, tous les coups sont bons. Donc, il y a les fake news qui sont là. Les fake news vont aussi s'ajouter, Président. Il n'y a pas que les manifestations, même les fake news vont s'ajouter. On va inventer des situations. Donc, il faut que le gouvernement malien soit préparé à tout ça. Et moi, je dis une chose. C'est que plus l'ennemi vous affronte de façon de plus en plus brutale, plus il sait que vous allez marquer des points et que vous êtes dans la bonne direction. Donc la meilleure façon de procéder, c'est de mettre au point un système, comment dire, de renseignement très sensible pour arrêter ceux qu'il faut arrêter et pas à côté. Ça veut dire qu'il faut passer par des moyens répressifs. Et ceux-là, oui, ceux-là, on va les traiter comme il faut. Mais il faut distinguer, il faut avoir le renseignement précis. Je vais dire une chose, hein, Président, je ne suis pas un enfant, comment on appelle ça là, de cœur, c'est ça? C'est-à-dire que si moi-même un jour je dois sévir, je sévirai. Hein. Il n'y a pas de problème, je peux être sévère quand il faut. Mais oui, mais de façon mesurée et intelligente. Je mets l'intelligence et les maths en avant. Alors, mais pour montrer que nos ancêtres, je vais chuter là-dessus, nous en donner des exemples. Il y a le cas de Bokoris. C'était un pharaon. Bon, on dit souvent libyen. Bon, je commence à changer de mot là. Un métis libyen, on va dire. Parce qu'il ne pouvait pas être libyen 100%. Il était métissé avec les Égyptiens. Sinon, je ne sais pas comment il va être pharaon. C'est une dynastie qui s'est installée au nord de l'Égypte. Elle est restée 200 ans pratiquement au nord de l'Égypte, la dynastie libyenne. Donc, ça donne des pharaons comme les Osorkon, les Takelot, enfin, il y a d'autres noms. Vous voulez absolument que je chutais. Voilà. Mais Bokoris. Et Bokoris, non? Bokoris. Et qu'est-ce que Shabaka a fait à Bokoris? Shabaka lui venait du sud. Hein. C'est même un Soudanais, pour être plus précis. Il n'est même pas égyptien à la base. Mais comme tout ça, c'est pour montrer que l'unité de l'Afrique, c'est un sens. Les populations égyptiennes ont accueilli les Soudanais comme les libérateurs. Shabaka, il va attraper Bokoris, qui est un roi. Son nom égyptien, c'est Baken Renef. Il va l'attraper, il va le brûler vif. Donc nos ancêtres nous ont montré la voie. C'est-à-dire que s'il faut régler le compte, mais c'était Bokoris, il n'a pas tué tout le monde. On cible la personne, si c'est nécessaire, on fait ce Laissez-moi mais prendre cette il appel faut pour ça. Baken Renef. Laissez-moi prendre cette partie, s'il vous plaît. J'ai même chuté. Monsieur, bonjour et bienvenue parmi nous. Oui, bonjour, monsieur. Allez-y. C'est Kamdem de Douala. Je suis vraiment très touché. Je salue tous les Africains, ainsi que toutes les personnes qui contribuent pour l'évolution africaine. Oui, ma participation un peu ici, c'est pour attirer l'attention aussi à nos chers leaders qui sont aussi là. N'écoutons plus les Africains qui n'ont pas encore prouvé dans notre pays. Parce que tous sont des grands parleurs, des manies. Politique. Réprimer sans effusion de sang. C'est l'idéal.
c'est l'objectif qu'il faut viser. Mais il faut créer les conditions. Tant que les conditions n'existent pas, ça peut arriver. Il ne faudra pas condamner ceux qui ne méritent pas la condamnation. C'est ça la divergence que j'ai avec toi. Ce n'est même pas une divergence, la question. On est d'accord là-dessus. Il faut réfléchir mathématiquement, philosophiquement et politiquement sur l'émergence de nouvelles modalités de maintien de l'ordre dans nos pays. Puisque c'est un moyen que l'Occident utilise pour déstabiliser les États. Il faut en créer les conditions. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? En attendant, il ne faut pas hurler avec les loups. Pas hurler avec les loups. Parce qu'on ne peut pas prévoir toutes les conditions qui vont émerger. Et dans la réalité qui est que l'unanimisme d'un pays africain va être difficile à constituer, il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord, et il faut même ce désaccord en soi n'est pas mauvais. Pas mauvais. Il faut simplement s'assurer qu'il soit gérable tant qu'il y aura ça. Il est possible que, n'est-ce pas, il y ait des situations où la force légitime soit mobilisée. Donc, ce débat-là est très... Et moi, je vous avais dit que le Mali, ça va arriver. Moi, je savais. Ça va arriver. Où il faudra que Assimi Goïta prenne des décisions décisives et douloureuses. Ça va arriver. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fera? Qu'est-ce qu'on fera? On va toujours être obligé de mettre sur la balance l'essentiel au détriment de l'accessoire. On va être obligé de choisir entre les mots. Entre les mots. En attendant que nous créons la société parfaite. Elle est faisable mathématiquement. Hein. On doit même y tendre d'ailleurs. Elle est faisable. Moi, je crois à ça. Moi, je crois qu'il y a une conception de la politique qui pose ça comme base de l'action politique. Mais il y a des conditions pour ça. Il y a des conditions. Quand les conditions économiques ne sont pas réunies, quand les conditions culturelles ne sont pas réunies, quand les conditions philosophiques ne sont pas réunies, quand les conditions sociales ne sont pas réunies, mettre un idéal comme paradigme pour analyser les faits, ça pose un problème. Ça pose un problème. Donc, c'est une situation, ça va arriver, et eux, ils travaillent pour ça, puisqu'ils ont fait le droit de l'homme, le paradigme de la déstabilisation. Ce n'est pas pour rien que les Occidentaux disent droit de l'homme. Tu le sais très bien. Pas pour rien qu'ils disent démocratie. Si la démocratie était une bonne chose pour les Africains, jamais un Occidental n'encourageait les Africains à prendre la démocratie. Vous le savez très bien. Si le droit de l'homme version occidentale était une bonne chose pour nous, il n'en fera pas. Et il n'en ferait pas, n'est-ce pas, le moyen essentiel de la nouvelle civilisation des pays, des pays africains. Donc il faut qu'on intègre ça. Il faut lutter sur deux fronts. Il faut lutter pour faire émerger les formes de maintien de l'ordre qui vont se faire sans effusion du sang, mais en même temps, il faut assumer les difficultés qu'ont les États quand ils sont dans des dynamiques réellement souverainistes et de progrès qu'ils ont, parce qu'ils font face, n'est-ce pas, à la machine criminelle occidentale qui fait tuer les gens et qu'on accuse les dirigeants. Alors que chez eux, quand ils tuent, c'est le maintien de l'ordre. Macron a liquidé les gilets jaunes, qui en a parlé? Pourquoi? C'était le maintien de l'ordre. On suppose qu'un pays démocratique, quand il tue, il n'a pas tué, il a fait la démocratie. En Hollande, partout en Europe, on a tiré sur les manifestations pendant le Covid. On a tiré sur eux. On a criminalisé ceux qui ne se vaccinaient pas. En France, les infirmiers sont suspendus. Ils n'ont pas de salaire. Ils n'ont pas de salaire. Mais qui parle de ça? Qui parle de ça? Imaginez si ça aurait été un pays africain. Imaginez un seul instant que ça n'aurait pas dit. Donc, il faut marcher sur ces deux pieds-là. Le pied qui consiste à dire qu'OK, il ne faut pas qu'il y ait effusion de sang. Ça, c'est l'objectif civilisateur. Mais en même temps, assumer la force publique légitime quand cela est nécessaire. Quand j'ai fini de dire ça, je reviens sur l'appel tout à l'heure de la dame. Il faut faire attention. Je pense que l'autre intervenant appelant, il répondait à ça. Il disait ne pas se faire distraire. Il y a des appels il y a des contributions qui ne sont pas dans la distraction. Quand quelqu'un dit qu'il ne faut rien faire, que tout ce qu'on fait là ne sert à rien, si on n'est pas de la religion, ça veut dire quoi? Voilà une dame, pour qui j'ai une immense respect, c'est une dame, n'est-ce pas, qui dit de ne rien faire en attendant que les Africains reviennent à leur soi-disant religion authentique. Vous vous rendez compte? Il n'y a pas meilleure façon de prôner l'inaction et la démission au nom de la recherche de la pureté religieuse, de l'authenticité religieuse. Ça n'existe pas ça. D'abord, l'Afrique, qui n'était pas unanime, a gagné les combats. L'Afrique s'est libérée de l'esclavage, elle n'était pas unanime. L'Afrique s'est libérée de la colonisation directe, elle n'était pas unanime. L'Afrique a gagné beaucoup de combats sans être unanime. Si on prend pour référence de l'unanimité l'authenticité des religions pratiquées, ça n'a pas de sens. Donc, l'Afrique continue à gagner des combats. Hein, parce qu'elle allait loin, elle dit qu'au Mali, là, on perd le temps.
que ça, il n'y a rien. Donc, il n'y a aucun combat historique qui est mené au Mali. Il n'y a aucun combat historique qui est mené en SCA. Aucun combat historique n'est mené au Burkina. Aucun combat historique n'est mené en Éthiopie. Tous les batailles qui se passent dans l'Afrique de ce temps-ci, où les peuples luttent, où les gens luttent, n'est-ce pas, pour essayer de renverser les situations inacceptables, elles trouvent que ça ne sert à rien tant qu'on ne revient pas à nos religions. Mais nos religions sont parties où? C'est parti où? Donc ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et une fois de plus, on ne le dira jamais assez. La Bible n'est pas un livre occidental. Jésus n'était pas blanc. Il ne pouvait pas être blanc. À la limite, il pouvait encore être un mixage. Pour ne pas aller loin. Il ne pouvait pas être un blanc. Ce n'est pas un blanc. Donc c'est pas un livre, la Bible n'est pas un livre occidental. Tous les recherches historiques démontrent que c'était un plagiat africain. C'est un plagiat des livres des morts et des textes sacrés africains. À tous les niveaux. Je dis même à tous les niveaux. Plagiat. Donc, on cherche quoi? Qu'est-ce qu'on cherche? Donc, il ne faut pas faire la diversion et la distraction. Le débat, ce n'est pas ça. L'Afrique a toujours été la terre de la démocratie religieuse. Je pense que le contrôle d'un vrai égyptologue qui est en face de moi. Parce que lui, c'est un vrai égyptologue. Ce n'est pas pour le flatter. Il connaît très bien l'histoire de l'Afrique. L'Afrique a toujours été la terre de la liberté religieuse et de la multiplicité des dieux. Mais en relation avec un Dieu. L'homme multiple, le Dieu unique et multiple en même temps. L'Afrique a toujours été ça. Donc si les gens disent qu'ils veulent rentrer à l'authenticité religieuse africaine et qu'ils prônent la tyrannie religieuse, le despotisme religieux, le fascisme religieux, mais ils ne sont pas africains. Ils ont un autre projet qui n'est pas un projet africain. Tout à fait. Alors, professeur Belek, on est maintenant dans cette histoire du Mali qui doit absolument se libérer des jougs des Occidentaux, mais le Mali qui doit également confronter la colère de ses populations, qu'elles soient manipulées ou pas, et dire qu'il y a du travail à faire. Est-ce que le gouvernement Assimi Goïta donne des signes qui peuvent démontrer à suffisance que là-bas, au moins, la refondation du pays est en marche? Bien sûr, mais je vais emboîter le pas du président Badakada à propos de l'auditrice. Le dernier, lui, il s'était confié, on n'a pas bien compris ce qu'il voulait dire. Il ne fallait rien dire, il faut dire quelque chose. On parle trop, je n'ai pas bien compris. Mais la dame... Il a dit c'est méfier les Africains qui parlent trop, qui ne rien dire. Il nous mettait en garde contre ça. Okay. Ah, ok. Donc je reviens sur la dame. Il y a une chose très simple. Je vais montrer que tu n'as pas tort. C'est quoi? C'est que... Attends, s'il faut retourner aux religions africaines, non, raisonnons pas l'absurde, hein, dans le sens où la Bible, le Coran, c'est étranger. Ouais. S'il faut retourner donc à la source africaine pure, sans quoi on ne fait rien, restons immobiles. Mais avant que le blanc s'installe définitivement ici, là, enfin vous voyez qu'on appelle blanc, non? C'est notre ennemi. Voilà, notre ennemi mortel, le colon. Alors avant qu'il s'installe, nos ancêtres n'étaient pas purs. Si. Bon, comment ça se fait que quand ils sont purs, c'est là que le blanc s'installe? Est-ce que nous sommes jamais aussi purs que eux? Non, mais franchement. Non, ça c'est ridicule. Non, là, ça fait ridicule. On ne pourrait jamais être aussi purs que eux, puisque eux n'avaient même pas encore eu l'empreinte. Ils étaient trop purs d'ailleurs. Et purs de chez purs. Ils ont été quand même mis à terre, et c'est parce qu'ils ont mis à terre que nous, maintenant, on est moins purs. Non, mais, c'est pour ça qu'on parle de renaissance africaine. C'est-à-dire qu'il faut renaître. Voilà. Quand c'est comme ça, on parle de renaissance. Il faut une nouvelle réflexion pour repartir. Ouhem Messout, c'est même un mot égyptien. Ouhem Messout. C'est-à-dire mot à mot le renouvellement des naissances. Tout à fait. Ouhem Messout. Tout à fait. Sans le mot renaissance, même africain. Tout à fait. Il est même africain. Ancien. Voilà. L'autre chose, c'est que, vous voyez, ce que le colon veut faire, il veut créer un divorce entre eux. Ils ont vu que le peuple et la condition malienne étaient trop liés. Voilà, il faut casser ça. C'est tout. Prenons cet appel des papets. Je reviens à vous tout à l'heure, docteur, professeur. Papet, bonjour. Allô? Oui, bonjour, Papet. Allez-y. Ah oui, je voudrais intervenir là par rapport au débat là. J'ai suivi les panélistes là. Je suis vraiment d'accord avec ce qu'ils disent. Mais il faut toujours copier le bon exemple. Le bon exemple qui nous vient droit du Cameroun. Ces gens qui gesticulent là, il faut maîtriser les tenants, les meneurs. On les prend, on les met au youf, simplement, pendant même 2 ans avant de chercher les dossiers, de chercher les preuves. Ils restent là, pendant qu'ils restent là en prison, et on cherche maintenant, le calme va revenir.
Il faut prendre les meneurs, ne pas les empêcher de manifester. Payer juste les meneurs, ça va les empêcher de manifester et pour qu'il n'y ait pas effusion de sang. On prend les meneurs, on les garde d'abord, même des années. On cherche les preuves après. Il faut éviter de verser le sang, parce que c'est là où on nous attend. Merci beaucoup. Hein, on ne va pas commenter cet avis, si c'est possible. Professeur Bellec, allez-y, continue. C'est son avis, mais je suis de cet avis qu'il faut cibler. Il faut cibler les gens qui sont directement en relation, les vendus, quoi. Et qui, eux, manipulent la population derrière et la mettent en avant, et c'est la population qui se massacre pour rien. Alors, mais il y a plusieurs façons d'y arriver. Par exemple, en France, pourquoi les Africains noirs ont du mal à décoller? C'est-à-dire atteindre un certain niveau d'expansion suffisant sur le plan économique. Parce que dès qu'un noir commence à évoluer, on l'a déjà repéré, on lui envoie le fisc. On lui invente même, parfois même ils mettent la drogue là, ça ne sait pas. Ils inventent une raison. Le fisc, c'est ceux qui contrôlent les impôts. Vous donnez une facture que dès que vous allez la payer, vous êtes coulé. Et même parfois, vous n'avez même pas à la payer, vous êtes endetté. Donc vous fermez la boîte. C'est comme ça qu'ils arrivent à niveler le niveau des Noirs là-bas, en France. Donc, le gouvernement malien peut déjà, dès maintenant, commencer à faire des enquêtes sur les mineurs. D'où vient leur argent? Comment ils gagnent leur vie? Et tout et tout. Et maintenant, comme le monsieur vient de dire, c'est-à-dire qu'on les met en prison, mais il y aura un prétexte. Cet élément sera déjà un prétexte pour les garder déjà à l'ombre en attendant d'en voir plus clair. C'est ça que je dis que l'intelligence, nous sommes intelligents, président. Utilisons notre intelligence. Okay? C'est une bonne lecture de la situation. L'ennemi nous fait ça. Regardez, puisque même les Russes qui sont militairement plus forts que nous, comme quoi la force militaire n'est pas suffisante, s'ils se mettent pas à la place d'Occident, en fait, il faut même qu'on se mette à la place d'Occident. On a des think tanks et on fait des simulations. Si on était occidental, on ferait comment? On fait appel à des frères qui connaissent l'Occident. Parce que les Occidentaux, ils sont tellement maléfiques dans leur façon de faire que celui qui n'est pas aussi maléfique, il y a une chose qui va lui échapper. Donc tu es obligé d'essayer d'imaginer leur maléfique. Regarde, est-ce que lorsque les drones là, attaquent les ports en Crimée, est-ce que les Russes ont prévu ça? Non, eux ils sont sains. Les Russes, ça fait partie de la population blanche, on peut dire, bon même s'ils ne sont pas tous blancs, mais en tout cas blanche, on va dire ça comme ça, qui est encore saine. C'est-à-dire que c'est pour ça que nous avons une proximité avec eux. Ils ne sont pas dans le nazisme, pour utiliser le bon mot, c'est le nazisme. Alors, dans ce cas-là, ça les a quand même échappé. Ils ont ouvert le port, ils se disent que c'est les bateaux de céréales qui sortent. Mais il n'y a qu'un occidental qui se dit que qu'est-ce que je peux mettre dans le cactus, un autre cactus. Il n'y a qu'un occidental pour faire ça. Nous avons déjà presque fait le tour du jeu. Allez-y, achetez un minute ou 2 minutes. Alors, ok. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on se mette dans leur idée là. Ce sont des gens maléfiques. Donc, nous devons avoir des think tanks qui réfléchissent pour essayer de simuler qu'est-ce que ces gens-là préparent. Et maintenant, une des voies, mais ce n'est pas la seule, parce que justement l'imagination au pouvoir, c'est de mettre quelqu'un à l'ombre à travers ses revenus. Il doit justifier ses revenus. Et en attendant, on a une raison valable, légale, okay, et de façon légitime, on peut continuer à faire d'autres enquêtes sur lui. Il n'y a pas eu effusion de sang, il n'a pas eu le temps de manipuler la population. Et je pense qu'il faut être encore plus intelligent que ça. Je n'ai fait que... Parce que même s'il y avait une solution, on va y arriver. On va y arriver. Mais je pense qu'il y a des gens assez intelligents au Mali pour faire ça. L'étude de la géopolitique nous conduit à ça. Président Madakani, en 2 minutes, s'il vous plaît. On a un appelant? On a quelqu'un là-bas? Ah, il est parti. Président Madakani. Le problème qui pose, c'est le problème de la géopolitique. J'ai la même souffrance que toi. Ils souffrent beaucoup quand ils voient le faible engouement que les populations ont pour les mathématiques. C'est culturel et historique. Vous savez ce qui s'est passé. C'est pareil pour la géopolitique, professeur. On ne peut pas lutter contre des maîtres de la géopolitique si on ne s'assoit pas et on étudie la géopolitique. Les Africains ne veulent pas le faire. Nos États, historiquement, ont été construits pour des sous-préfets à qui on faisait apprendre une géopolitique frélatée. C'est-à-dire le dirigeant africain, camerounais, devait maîtriser la géopolitique de la France, pas celle du monde. Et quand il maîtrisait la géopolitique de la France, il estimait que voilà sa part. Et à la France était réservée l'étude de la géopolitique globale qu'elle venait nous sous-traiter. Vous voyez, ça fait donc qu'il y a un déficit, il y a un grand déficit d'analyse géopolitique sur le continent. Notre apport, c'était de réveiller ça et d'essayer de vulgariser. Mais il faut étudier davantage, n'est-ce pas, les lois de la géopolitique pour arriver à ce niveau qui est indispensable et non différable. On va y arriver. Nous travaillons dans ce sens. Nous, on travaille dans ce sens. Normalement, j'essaie d'élaborer des choses là pour voir comment on peut avoir des modèles dans ce sens-là. Espérons qu'on aura l'occasion d'implémenter ça et que ça puisse servir d'échantillon de base, n'est-ce pas, à d'autres pays africains, pour qu'on arrive à un niveau où
on ôte tout prétexte à ces gens qui sont des, il faut le dire, diaboliques. Merci beaucoup à vous, président Badakani. Vous l'aurez constaté, vous l'aurez compris de vous-même. Nous avons fait le tour de l'ONOS. Malheureusement, nous ne pouvons plus continuer ce programme. Professeur Jean-Paul Bellec, astrophysicien panafricaniste, était là ce matin. Et le président Badakani en politique, président du nouveau mouvement populaire, était également là ce matin, le président Badakani. Merci de nous avoir rejoints. Mais avant, on me donne à l'instant même un communiqué. Dash Media vous invite donc à regarder la Coupe du Monde de Qatar 2022 dans son incroyable village de la Coupe du Monde. Ça sera du 20 novembre au 18 décembre 2022. Vivrez donc au rythme de la compétition, en particulier en regardant les matchs des Lions indomptables du Cameroun dans une ambiance conviviale aménagée juste pour vous. Rejoignez-nous donc à Bonapriso derrière Africa Sécurité pour une expérience unique. Je vous le dis d'ailleurs, vous aurez également le plaisir d'assister au plateau du célèbre commentateur de football et journaliste Martin Kamimim dans l'émission Qatar Football Hall, diffusée donc sur Dashboard and Entertainment. Ça sera donc du 20 au 18 décembre prochain. La Coupe du Monde, ça se jouera également sur les antennes des Dash News TV. Merci beaucoup à vous de nous avoir donc accompagnés ce matin à la réalisation. Brièvement, je voulais dire brillamment appliqué ce matin par notre ami Brighton Junior et toute l'équipe technique qui l'accompagne. Madame, Messieurs, je vous retrouve la semaine prochaine. Retrouvez ce programme en rediffusion dès demain. Ça sera alors 12h. D'ici là, portez-vous bien.